Marketplay. Marketplay, deuxième, non c'est la première. Deuxième émission, première. Tu fais une belle voix off. Je fais une belle voix off. Bonjour, bienvenue pour ce deuxième épisode. Je suis ravi d'accueillir Maxime Ariane. Alors la dernière fois, je m'étais présenté un peu longuement. Je vous propose de démarrer tout de suite avec vous, la petite présentation, mais je pense qu'il y en a beaucoup de gens vous connaissent dans le milieu ludique. Honneur aux dames. Absolument, vas-y. Très bien. Mais du coup, moi, je suis Ariane et je travaille chez Gigamic maintenant depuis 1 an et demi, donc à la communication. La communication, puis à la fois à la presse, plutôt la presse orientée francophone. Et à la communication, moi, vu que je viens d'une assez longue expérience en agence de publicité comme directrice artistique, je suis arrivée chez Gigamic, toute nouvelle dans le milieu du jeu de société. Et donc, du coup, j'aide surtout à fournir du contenu autour des jeux, donc des trailers, des photos, et aussi toute la publicité qui en découle, des annonces magazines, bientôt des spots télé, tout ça. Bientôt des spots télé. Carrément, un petit teasing. Le jeu de société sur la télévision, c'est un peu stylé. Eh bien moi je suis Maxime. Je suis chargé de communication, charpentier de l'image aussi, et technicien de la blague pour Philibert. C'est une boutique de jeux de société, en ligne et physique à Strasbourg. Depuis maintenant presque 10 ans. Enfin, ça fait 9 ans, mais presque 10 quand même, ça compte. Je faisais pas tout à fait de la communication au début, et j'en ai fait petit à petit, parce que je disais, vous allez voir, c'est super important. Et ils m'ont cru. Yes, j'ai réussi à être convaincant. Et du coup, maintenant, ça fait 10 ans que je travaille presque là-bas, à faire mes petites blagues sur Internet. J'adore tes TikTok. Merci beaucoup. Je trouve que tu as trouvé un ton et le petit truc là que je trouve vraiment, vraiment chouette. En fait, ce que j'aime bien avec les réseaux sociaux, c'est que dès qu'il y en a un qui sort, j'essaie de comprendre comment il marche. Et pour moi, c'est un nouveau terrain de jeu. Je me dis, quelle cible il va y avoir, à qui je parle. Et le format est marrant. En fait, TikTok, de faire des vidéos, on en a même fait ensemble d'ailleurs. On a fait des TikTok ensemble. Et en fait, d'essayer de trouver des trucs pour amuser les gens. Et on s'est rendu compte très vite que TikTok, c'était une cible qu'on n'avait pas forcément. Un public qui était vachement plus jeune. Et on s'est dit, mais viens, en fait, on fait du jeu, soyons marrants, trouvons des formats qui sont originaux pour attirer cette nouvelle communauté qu'on connaît pas et qui nous connaît pas. Et voilà. Du coup, j'avais plein d'idées. J'étais, allez, je vais faire ça, etc. Après, j'ai eu beaucoup de bol aussi. Y a des vidéos qui ont fait des millions de vues. Je ne sais pas pourquoi, ça m'a dépassé totalement. Mais Les joies des algorithmes. Ouais, c'est exactement ça. Mais je crois pas qu'on va parler beaucoup d'algorithmes. Aujourd'hui, on va plutôt parler de choses assez concrètes qui sont les prix ludiques. Et je vais terminer cette petite intro en me présentant. Donc moi, je suis Philippe de Carbone Café. Carbone Café, c'est une agence de com à Mulhouse. Bienvenue à Mulhouse. Merci. Alsacien, ça va, mais bienvenue à Mulhouse, Ariane. On fait du contenu, on fait de la vidéo, de la photo, du motion design, du graphisme. Or là, les derniers projets, j'aime bien, on a fait Plouf Canard avec Ariane et Gigamic. On a participé au lancement du jeu. J'espère que les ventes sont bonnes pour ces démarrages. On en dira un petit peu plus, sans doute grâce à la vidéo. On a un peu accompagné la sortie de Chronologique aussi. Ça nous a fait plaisir, on s'est amusé faire des photos, de la vidéo. Et tout récemment, pour les joueurs du dimanche, Max Idan nous a fait un beau générique qui vient de le lancer. Donc on est content, je crois que les joueurs du dimanche ont beaucoup apprécié. Donc voilà, ça c'est pour la petite pub Carbone Café. Commençons tout de suite. Les prix ludiques, on sort de Cannes, on s'est vus tous là-bas. Je crois que tout le monde y était. C'était assez sympa. J'ai une première question d'intro, toute simple. Est-ce qu'il y a aujourd'hui trop de prix ludiques ? En fait, moi je trouve pas tant. Honnêtement, là surtout en France, c'est surtout l'Asdor qui est le plus important. Tu as aussi le Spiel en Allemagne qui a un rayonnement international. Mais en fait, même ces prix, malgré qu'ils... déjà, ils sont pas très nombreux. Et en plus, ne décernent pas tant de prix que ça. L'Asdor, il y a 4 gagnants. Le Spiel, je sais plus combien exactement, mais c'est dans ces environs aussi. Voilà, en fait, au final, tu n'as pas tant de jeux que ça qui sont récompensés à l'année. Bien sûr, il y a d'autres petits prix à droite à gauche, mais vraiment les plus importants vont pas récompenser tant de jeux. Et des fois, c'est même les mêmes jeux. Donc au final, je trouve pas tant que ça. Ouais, je pense pas qu'il y ait trop de prix. Vous n'avez pas votre prix, j'ai un doute. J'étais pas sûr de moi. On a hésité à un moment, on s'est dit, tiens, c'est vrai qu'il n'y a pas de prix de public. Tu sais, des prix que les gens vont voter massivement en mode espèce de prix du public. Alors ça existe sur des festivals comme le Flip, il y a un prix du public, il y a des choses comme ça. Il y a pas mal de prix différents. Pour revenir à ta question du est-ce qu'il y en a trop ? Non, parce qu'en fait, chaque prix, maintenant, il a son identité. Il y a le prix rôliste, c'est pour le jeu de rôle. Il y a le prix, la coupe des duellistes, c'est pour les jeux à deux. Il y a le diamant d'or, c'est pour les jeux experts. Donc après, ça va dépendre de ce en quoi tu crois, entre guillemets. C'est-à-dire que l'As d'or est destiné à un grand public. Donc forcément, nous, on n'est pas trop grand public, donc ça c'est peut-être pas trop pour nous. Par contre, si tu aimes les jeux experts, le diamant d'or, en fait,
bah, tu vas être intéressé par ce prix-là. Parce que c'est des jeux que tu aimes bien, ou en tout cas le jury qui va voter pour ces jeux, bah, en fait, tu leur fais confiance. Et je pense que c'est comme dans une boutique. Quand tu vas dans une boutique et qu'il y a une personne qui t'a conseillé un super jeu, bah, en fait, tu vas leur demander conseil pour avoir un autre bon jeu. Et les prix, je trouve que c'est un peu la même chose. Donc je trouve pas qu'il y en ait trop, c'est juste faut trouver le bon prix qui te correspond, quoi. Ouais, puis quand tu compares à d'autres secteurs, par exemple, tu vois, le cinéma, il va y avoir beaucoup plus de films qui vont être récompensés. Ou moi, la pub dont je viens, là, ça va être des centaines de prix. À Cannes, ils décernent beaucoup plus de prix. Donc en fait, au final, sur tout ce qui sort au jour d'aujourd'hui en jeu de société, il y en a très peu qui vont être comme ça mis en avant, au final, aux yeux du grand public. On a une première partie dans cette émission, on va être assez direct, on va parler des ventes. C'est peut-être un des sujets centraux. On sort de l'Asdor et on l'a pas dit en intro, mais c'est vrai que je suis ravi d'avoir Gigamic aujourd'hui à mes côtés parce que vous avez remporté l'an passé, je dis pas de bêtises, avec Acropolis et aussi le Spiel avec Dorf Romantique que vous distribuez en France. La première question, c'est la plus facile, c'est quel impact sur les ventes d'un Asdor et d'un Spiel, deuxième question, quoi. Ouais. En fait, d'abord pour l'Asdor, ça va beaucoup dépendre du jeu. Parce que toi, par exemple, là, dans l'exemple d'un Acropolis, ou même on a aussi Sur les traces de Darwin, qu'on distribue également, qui était nommé pour l'Asdor. En fait, par exemple, ces deux jeux-là sont déjà des jeux qui fonctionnent très bien. Acropolis, il était sorti en juillet, il était sorti à Paris Ludique, donc il a reçu la récompense en février suivant. Et en fait, il se vendait déjà extrêmement bien, il était déjà connu, il avait déjà une bonne presse et une bonne reconnaissance. Donc, ça a eu un impact, certes, de notoriété, de reconnaissance, aussi de validation dans le secteur. Mais au niveau des ventes, ça n'a pas vraiment impacté, nous, beaucoup. Voilà, c'était déjà des jeux qui étaient représentés dans la majorité des boutiques, voire quasiment toutes de notre réseau. Et on a pu constater certains pics de vente. Tu vois, par exemple, on avait... c'était entre quand il est sorti du coup à Paris Ludique et jusqu'à la fin de l'année, donc c'était à peu près sur 6 mois, on en a vendu un petit peu plus que 50 000, tu vois. Alors que l'année de l'Asdor, du coup, qui était l'année dernière, en 2023, sur une année complète, donc le double, on en a vendu 130 000. Donc tu vois, c'est un peu plus du double, mais c'est pas non plus quelque chose de tout à fait déconnant et tout à fait exponentiel. La Darwin, s'il avait gagné, par exemple, je pense qu'on aurait été dans quelque chose de similaire. Mais en fait, c'est aussi parce que c'est deux jeux pour lesquels on était prêts aussi. Tu vois, on a bien su estimer les quantités, même s'il y a eu plusieurs ruptures sur Acropolis. Au final, en boutique, le public s'en est pas forcément rendu compte. C'est quelque chose quand même qui roulait. Il y a un exemple, nous, qu'on aime bien citer, qui est un peu plus parlant. C'était sur Oriflamme, qui avait remporté l'Asdor en 2020. Du coup, pareil, ça, c'est deux studios H qu'on distribue, où là, on a vraiment vu quelque chose de très différent qui nous a aussi permis d'apprendre beaucoup de choses, parce que du coup, on s'est retrouvé un petit peu pris de court avec un jeu, on n'avait pas vraiment mesuré le potentiel à ce niveau-là. Il était sorti à peu près 2 mois avant Noël, 1 ou 2 mois avant Noël, qui normalement est la période, nous, on vend le plus de jeux. En fait, tu as vraiment 2 périodes où tu vas plus vendre de jeux. Ça va être aux alentours de Noël, et en plus, ça va être au moment de la sortie du jeu. Donc là, les deux étaient au même moment, donc tu peux dire que ça va vraiment être le pic de vente du jeu. Et on en a vendu, à peu près sur ces 2 mois, on en a vendu 2000. C'est pas déconnant, c'est pas non plus fantastique, mais c'est tout à fait correct pour un jeu de cet acabit. Sauf qu'après, en fait, il a gagné l'Asdor, genre 1 mois et demi après. Et là, on a vraiment senti un raz-de-marée qu'on n'a pas senti, par exemple, chez Acropolis, qui gardait déjà bien le cap. Tu vois, pour niveau chiffre, du coup, là, sur les 2 mois de la sortie, on en a vendu 2000. Sur l'année ensuite de l'Asdor, donc l'année 2020, on en a vendu quasiment 50 000. Entre 45 et 50 000, tu vois. Et ensuite, ça a poursuivi le cap l'année d'après, équivalent. Là, ça redescend un petit peu, mais on est quand même encore très loin des 2000 du début. Donc, en fait, sur des jeux comme ça, qui n'avaient pas forcément une notoriété et qui n'a pas forcément une visibilité comme un Acropolis ou comme un Sur les traces de Darwin, là, vraiment, un Asdor va les propulser complètement, quoi. Toi, en boutique, c'est à peu près la même idée. Tu te rappelles un petit peu des impacts du prix d'un Asdor sur les ventes? En fait, le prix, ça n'a pas trop d'impact. C'est plutôt l'annonce des nommés. D'accord. En fait, à partir du moment où on a, par exemple, pour l'Asdor, il y a 4 catégories, il y a 3 jeux dans 4 catégories, donc 12 jeux, parce que je suis très bon en calcul. Et sur les 12 jeux qui vont être nommés, effectivement, là, on va avoir une visibilité supérieure, et c'est très juste ce que tu disais, sur un Oriflamme, il est peut-être passé à côté des radars de pas mal de gens,
Et du coup, là, ça a été vraiment une mise en avant franche du jeu. Sur un Acropolis, il avait déjà, en fait, il y a un travail de com aussi qui est fait de votre côté pour le mettre en avant. Nous, en tant que boutique aussi, on voit sur le format, c'est quelque chose qui plaît, etc. Donc il y a une mise en avant. Les joueurs-joueuses se l'approprient assez vite. Donc il a déjà une belle visibilité. Donc l'As d'Or va lui donner un second souffle plus pour la GSS, enfin pour d'autres marchés que le marché spécialisé. Sachant que l'As d'Or cible quand même beaucoup les joueurs et joueuses déjà, les aficionados, même si le prix est à destination du grand public. Mais c'est les premiers intéressés. Donc, nous, on a plus ça. Là, l'As d'Or 2024, du coup, dès qu'il y a eu les annonces des nommés, tous ces jeux-là, pouf, on sait qu'on ça repart mieux. Et nous, on est prêt, quoi. On dit, OK, va falloir avoir un peu de stock. Au moment où on a l'annonce, on passe vite commande, etc. Et puis après, nous aussi, d'estimer quels seraient les jeux qui pourraient marcher, quoi. Donc, c'est plus à ce moment-là. Quand le jeu gagne, c'est pas tout de suite. Je pense que c'est quand il va s'émanciper dans les magasins, dans la GSS, où là, nous, on va peut-être avoir un deuxième souffle de « Ah, ça y est, il devient connu », et là, il s'installe un petit peu sur le rythme des ventes. Mais en tout cas, le gain du prix, ça fait pas d'un coup, quoi. C'est vrai que Philibert, vous êtes un magasin de joueurs, même si vous êtes aussi très grand public, et aujourd'hui, la taille que vous avez, beaucoup de gens vous connaissent, que ce soit en ligne ou sur les boutiques strasbourgeoises. Mais sur une distribution un petit peu plus grand public, je pense aujourd'hui Cultura, Fnac, Jouet Club ou d'autres marques. Est-ce que l'As d'Or chez Gigamic, on vous distribue aussi là-bas, vous voyez l'impact il est un peu différent? La visibilité de l'As d'Or a-t-elle un impact un peu plus fort? L'As d'Or, quand même, oui, tu vois, au jour d'aujourd'hui, tu vas genre dans un Furet du Nord, tu vas dans un Filigrane ou des boutiques comme ça, qui sont aussi, par exemple, des librairies ou des choses qui ne sont pas directement que du jeu de société. Tu vas avoir un rayon à l'entrée où tu vas avoir tous les As d'Or, tu vas avoir des rayons Dark Nova à l'époque, tout ça. Mais là, encore une fois, nous, par exemple, pour un Acropolis, il était déjà implémenté dans ce genre de magasin. Bon, il était peut-être pas en tête de gondole, mais il vivait déjà bien. Et pareil, on l'a vu sur un Oriflamme ou même un Caro Combo, genre qui était nommé à l'époque, et pareil, qui n'avait pas une presse spéciale plus que ça. Je connais pas ce jeu. Petit jeu boîte métal. Mais on ne s'attendait pas à une nomination. Bon, là, c'était juste une nomination, il n'a pas gagné le prix. Et là, toi, par exemple, directement, dès que ça a été nommé, on en a eu des commandes par 600 ou quoi. Tu en as vraiment eu des grosses commandes pour les mettre justement en tête de gondole dans les magasins. Donc à ce niveau-là, on le voit, mais souvent, c'est quand même déjà, nous, en tout cas en tant que Gigamic, c'est comme déjà des clients qu'on travaille pas mal. Donc en général, ils ont déjà ces jeux, ils vont peut-être en reprendre un peu plus, ou ils vont davantage les afficher en magasin. Mais souvent, c'est pas non plus un game changer plus que... Si vous avez bien fait votre boulot, entre guillemets, ils ne devraient pas le découvrir au moment du prix. C'est ça. Ils devraient dire, mais oui, ils nous en avaient déjà très bien parlé. Bien sûr qu'on l'a déjà, le Acropolis, bien sûr que... Je pense qu'il y a ça. Acropolis, j'ai ce souvenir qu'il marchait déjà très bien avec l'As d'Or. Est-ce que sans l'As d'Or, peut-être tu n'aurais pas vendu autant, mais je dirais ça aurait été déjà... c'était déjà un succès. Comme je disais, les chiffres, c'est un petit peu plus... Comme Trio cette année, quand il gagne l'As d'Or. Je crois que Mathieu est déjà, à mon avis, j'espère, très content des ventes. Oui, ça se vend très très bien. Je pense qu'il y a ce truc-là, c'est des fois le prix, ça permet de mettre une mise en avant. Il y avait That's Not a Hat qui a gagné justement de la mise en avant grâce à cette nomination. Et il y a des autres jeux, c'est vraiment de la reconnaissance. Et Trio, c'est le meilleur exemple possible de reconnaissance en fait sur un éditeur, sur un jeu. Il y a tout plein de choses à dire sur Trio. C'est pas juste le jeu en fait qui est récompensé, c'est plein d'autres choses. Donc c'est pour ça qu'il faut savoir aussi faire la part des choses entre on veut mettre en lumière un jeu qui est pas forcément connu et on veut récompenser vraiment, c'est du terme, un As d'Or, c'est une récompense finalement. Toutes les personnes qui ont travaillé derrière un projet. C'est ça. Et aussi la dimension que tu as en plus, tu as par exemple utilisé pour That's Not a Hat, c'est qu'il a été récompensé alors que le jeu n'était pas encore sorti, ou il venait juste de sortir. Oui, il venait juste de sortir. Et toi, nous, on a, par exemple, voilà, Acropolis était déjà bien implémenté. Moi, Oriflamme, il était sorti depuis déjà peut-être que 2-3 mois, tu vois, donc là, il y a aussi un effet. Mais par exemple, on l'a fort ressenti, nous, sur Dorf Romantique, qui n'était pas encore sorti quand il a gagné le prix. Enfin, il était déjà sorti en Allemagne, mais en France, en France, Belgique, Canada, il n'était pas encore sorti. Et du coup, là, on a davantage senti l'impact parce que, par exemple, toi, pour te redonner des chiffres, nous, au moment avant qu'il gagne le Spiel, on avait eu à peu près 300-400 précommandes, ce qui n'est pas énorme. On avait prévu genre, un tirage à 8000. Mais une fois qu'il a gagné le Spiel, tout est passé en préco. Quoi. Mais ça, c'est marrant parce que
quand le Spiel, parce que le Spiel c'est un prix allemand, donc c'est par Ouais. rapport aux sorties des jeux allemands. Donc Dorf Romantique était sorti, mais nous on l'avait pas encore. C'est ça. Et quand tu le vois nommer, tu fais qu'est-ce que c'est que ça? Tu sais pas en fait ce que Ouais. c'est. Le public français, il sait pas encore ce que c'est. Tout de suite, c'est qui va le faire en français, qui va le distribuer, machin et tout. Et en fait, très rapidement, après, vous avez fait une annonce en disant c'est nous qui l'aurons. Et on sent que Ouais. vous, ça accélère aussi la communication autour, Ouais, tout à fait. autour du jeu parce que hop, vous inquiétez pas, on l'aura. Parce qu'il y a aussi Mhm. beaucoup de gens, des fois, qui vont se rabattre vers la version originale parce qu'ils ont pas envie d'attendre, ce que je peux Ouais. comprendre. Hein. Donc ils vont vite partir sur la version allemande ou la version. Donc là, le titre n'a pas changé. Non, mais aussi parce que c'est une licence. Donc on peut Oui, c'est vrai, d'accord, exact. en fait. C'est un jeu vidéo, ouais. exact. C'est à la base, ouais. Donc, D'ailleurs, je connais une personne, Victorien, qui a réussi à aller au bout de la campagne. Bravo à lui. Bravo, Victorien, félicitations. Et c'est pas de tout repos, même si c'est un jeu très reposant. Un petit mot, je vais revenir sur le Spiel, mais je voulais juste encore aborder un point, la durée de vie de la hype d'un As d'or. Est-ce qu'un Oriflamme, t'en parlais, est-ce qu'aujourd'hui, le prix de 2020, est-ce qu'il a encore un petit effet aujourd'hui? Est-ce que le jeu, il est, je crois que Charles de Super Meeple parle de long seller, c'est ces ventes qui durent dans le temps, ou est-ce que le jeu, non, il est aujourd'hui, entre guillemets, mort, je me comprends, mais ouais. Ouais, mais tu as quand même un effet où, entre guillemets, ça flambe directement. Ouais, Donc, et là, sur la durée. On a surtout senti ça sur 2 années. Tu vois, on était à peu près entre 45 et 50 000 ventes sur l'année 2020. On a eu pareil sur l'année 2021. Après, ça s'est un peu plus essoufflé. Bon, ça s'est pas essoufflé pour autant. Genre, l'année passée, on a vendu à peu près 20 000 boîtes. Ce qui est bien. Tu vois, ce qu'on n'aurait pas vendu, je pense, autant, même l'année de la sortie, et s'il n'avait pas gagné l'As d'or. Donc, au final, il se tient toujours bien. Mais surtout, en fait, ce qu'on a remarqué que ça faisait, c'est que ça permet aussi de lancer des déclinaisons du jeu. Oriflamme, il y a eu le 2, puis il y a le 3 qui sont parus. Là, je te parle juste du premier. Mais en fait, après, ce qui a pris le relais, c'est le 2e opus, c'est le 3e opus. Et ça a permis aussi de sortir ces opus. Parce que si ça n'avait pas gagné l'As d'or, on serait peut-être juste tenu, enfin, je dis Studio H, ça en serait peut-être juste tenu à un opus, on ne sait pas. Et là, en fait, on a un peu le même effet, par exemple, avec un Acropolis. On va sortir une extension pour Essen prochain. Il y en a déjà une 2e qui est dans les clous. J'ai vu 2-3 photos. Bon, pareil, on l'aurait peut-être... On l'aurait peut-être faite sans l'As d'or parce qu'effectivement le jeu marchait bien, mais il y a aussi comme ça une attente qui se crée, une émulation autour de ça. Tu vois, même sur les traces de Darwin, là il y a sur les traces de Marie Curie qui a été annoncé. Bon, ils n'ont pas gagné l'As d'or encore une fois, mais ça a permis aussi, pareil, de le remettre en lumière et de pouvoir assurer comme ça le suivi du jeu. En boutique, pareil, un prix d'il y a 1 an, 2 ans, 3 ans, est-ce que c'est quelque chose que vous jouez un peu dessus dans la mise en avant du jeu ou... Non, pas trop. En fait, je pense que c'est surtout les éditeurs qui vont pouvoir mettre en avant... parce qu'un éditeur, je pense qu'aussi, il est content d'avoir dans son catalogue des jeux qui ont été primés. C'est vachement cool. Après, quand il y a un macaron sur la boîte, etc., c'est toujours des éléments de réassurance. Quand tu prends une boîte de Seven Wonders, c'est que tu vois que tout le pourtour de la boîte, c'est des récompenses. Tu dis, bon... à moins d'être vraiment bizarre au niveau de mes goûts et de pas avoir les mêmes goûts que tout le monde, ça devrait bien se passer. Donc tu as quand même cet élément de réassurance pour les clients en boutique qui manipulent la boîte. Après, nous, on va pas plus vendre un jeu... on sait que un As d'or, on sait que c'est un prix justement qui permet de... C'est des jeux qui sont accessibles au grand public, donc on sait que ça va être un peu plus consensuel au niveau des mécaniques et que les gens se l'ont approprié ou le connaissent déjà. Donc ça, oui, ça aide. Après, il y a des jeux, je pense à Pictures, qui a gagné un prix, tout le monde l'a oublié 2 ans après. Et encore, c'est peut-être méchant ce que je dis, mais le jeu était très bon, mais malheureusement, malgré le prix, le public ne se l'est pas accaparé. Et après aussi, peut-être que les éditeurs derrière, ils se sont dit, bon, on n'avait rien d'autre à proposer, etc. Ce que tu disais qui est juste sur un Acropolis, le fait que tu proposes une extension fait aussi que tu le conserves sur la durée en rayon. Il y a un énorme roulement en fait en boutique, on est obligé de changer de jeu régulièrement. Donc forcément, les jeux qu'on garde, c'est les jeux effectivement primés. Ça peut leur donner une chance de rester un peu plus longtemps, mais aussi quand ils ont une vie derrière de Oriflamme, il a gagné un prix, mais aussi il y a le 1, le 2. Du coup, quand tu achètes le 2, tu as peut-être envie d'acheter le 1. Pareil pour les unlock, etc. Donc ces effets de gamme fait que aussi tu conserves ta licence. Donc tu vois, ça c'est peut-être plus intéressant que le prix. Après, c'est mon avis. Le Spiel.
J'ai une question assez marrante. On est en Alsace. Est-ce que le Spiel, ici, chez nous, à la frontière, il est un peu plus vu, un peu plus fort que le reste de la France? Est-ce que tu as une petite idée, toi? Je dirais que absolument que non. Tu penses que... Moi, je pensais que oui, toi. Bah, mais... En fait, on pourrait croire... Nous, on a la chance de ne pas être trop loin du Festival d'Essen, qui est un grand festival de jeux, donc c'est décorrélé du Spiel, ça n'a rien à voir. Enfin, ils ont aussi un prix. C'est deux trucs différents, ouais. Il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est la même chose que le Spiel. Non, le Spiel, je crois qu'on est en juillet ou en août, c'est ça? Oui, c'est vraiment avant. C'est ça, en fait, c'est ça, c'est juste avant. Et en gros, à Essen, il y a aussi un Spiel qui est décerné. Okay. Mais c'est autre chose, c'est pas le Spiel des Jahres, c'est un truc à part. À Essen? Le Spiel, qui a gagné le Spiel? Le Spiel d'Essen. Le Spiel d'Essen. C'est une très bonne question. Le prix à Essen, qui a été gagné? Faites une recherche sur Internet. Ouais, c'est ça. Non, je sais plus, mais en plus, je dois avoir une photo sur mon téléphone. Et ils ont aussi un prix à Essen qui est décorrélé du Spiel des Jahres, qui récompense 3 jeux, enfin dans 3 catégories. Kinderspiel et le. Voilà, jeu enfant, jeu initié, et connaisseur, et le jeu de l'année. Et non, je pense pas que le fait qu'on ait de la proximité avec l'Allemagne, ça change. C'est juste que nous, c'est plus facile pour y aller parce que c'est pas très très loin. Je dirais même de la Belgique, c'est pas très très loin non plus. Essen, ça c'est autre chose. Mais je mélange tout du coup. Mais globalement, non, mais tout ça pour dire que notre proximité avec l'Allemagne ne fait pas que le Spiel est plus connu. Je pense que le Spiel, c'est un peu le prix le plus stylé à avoir dans le monde du jeu. Je pense. Hein. Il y a un truc un peu... Au niveau international alors? Parce qu'un Dorf romantique qui gagne le Spiel, que vous distribuez en France, ou éditez même. On le coédite, ouais. Voilà. Qu'est-ce que ça fait? C'est fort, j'imagine, en termes de... Et est-ce qu'en France, Stammfeld, on dit la science, le tambour, ce label Spiel qu'on va quand même retrouver sur les boîtes en France, on est d'accord? Parce que tu gagnes le Spiel, je pense que c'est quand même affiché, même si. Après, c'est quand même quelque chose que tu dois payer et qui est pas donné, donc c'est aussi au bon vouloir de l'éditeur. Oui, tu dois le payer, et c'est à peu près 50 centimes par boîte. Eh ben, je savais donc, pas. Ça fait mal. C'est pour ça que tu as par exemple des Seven Wonders ou quoi, il avait gagné le Spiel. Il avait gagné un Spiel, ouais. Justement, en fait, sur certaines boîtes, au début, ils le mettaient. Au bout d'un moment, ils se sont dit, c'est bon, le jeu se vend bien, on va l'enlever, comme ça, on a plus de marge. Je ne savais pas. Si, c'est pour ça que sur certaines boîtes, ça y est, sur certaines boîtes, au bout de certaines années, ça n'y est plus. Toi, tu as souri, tu savais. Ok. Tu as ce truc-là, en général, on ne va pas forcément renouveler ça à chaque tirage. Je pense qu'ils ont conscience que leur prix est un gage de qualité, entre guillemets, et que derrière, ça fait vendre des boîtes. Il y a des jeux, clairement... On ne collerait pas à ça. Donc, et en France, alors, le tampon Spiel sur une boîte Dorf romantique a un impact pour toi? En fait, nous, on a constaté que vraiment, purement sur le marché francophone, l'As d'or a plus d'impact. Par exemple, tu vois, même les boutiques vont en général, je ne sais pas trop pour vous, mais vont plus mettre ça en vitrine, vont plus mettre l'As d'or en vitrine que le Spiel. Mais c'est aussi souvent plus l'actualité directe, parce que des fois, tu as des trucs qui sont récompensés au Spiel, qui sont peut-être sortis chez nous il y a 2 ans, ou qui ne sont pas encore sortis, ou tu as aussi ce truc de décalage des sorties que tu ne vas pas avoir à l'As d'or. Typiquement, Dorf romantique, quand il a gagné, on ne l'avait pas encore en France. Ouais, c'est ça. Et à contrario, il y a eu la chasse au Gigamon, qui est un jeu enfant qui a gagné le Spiel, et qui est sorti il y a 4 ans chez nous. Donc c'est un peu bizarre de dire ouais, regardez, c'est génial. Ça fait 4 ans qu'on le connaît, ton jeu. Donc il y a un truc un peu... Ouais, c'est ça. Tu as ça d'une part, et puis aussi, c'est moins connu tout simplement, un peu comme tu disais au début. L'As d'or, maintenant, cherche aussi à avoir une reconnaissance beaucoup plus grand public. Par exemple, tu as Vincent de Dienne qui va être dans le jury. Tu as des personnalités comme ça que monsieur et madame tout le monde va davantage connaître. Ils ne sont pas forcément ancrés sur le jeu de société en particulier. Et puis, il y a aussi ce côté où... en fait, c'est un peu les deux côtés. Tu vois, de base, l'As d'or va plus avoir une reconnaissance grand public, va plus ouvrir les vannes du grand public. Mais là où le Spiel des Jahres va être plus une reconnaissance dans le milieu. Après, en Allemagne, ça impacte vraiment très différemment. Ils vont tirer des tirages qui sont complètement démesurés pour nous. Parce que les Allemands aussi sont très joueurs. C'est complètement un autre marché chez eux. Ouais, mais j'ai cru entendre que le marché français tendait à rattraper, voire même dépasser. On n'y est pas encore, mais non, on n'y est pas quand même. Mais toi, d'un autre côté, là où le Spiel chez nous va plus avoir une reconnaissance dans le milieu et l'As d'or plus dans le grand public, pour les boutiques, en vitrine, etc. Ça tend un petit peu à se rapprocher aussi.
on a remarqué, nous, cette année, que l'Asdor devient de plus en plus une reconnaissance aussi pro. Déjà, toi, ça se professionnalise. On l'a vu à la cérémonie cette année. Ça devenait un peu plus institutionnel. Les gens étaient bien habillés. On avait des beaux discours, etc. J'ai adoré Manel, moi. Mais ouais, non, puis tu as aussi le lieu, tu vois. Comme tu disais, le Spiel des CRS est annoncé dans un truc, en fait, où personne ne le voit vraiment. C'est dans une salle incroyable. Faut ouais, regarder les replays sur Facebook, c'est bien. C'est trop drôle. C'est vraiment très différent, tu vois. C'est à l'allemande, quoi. C'est ça. Ce qui nous intéresse, c'est les jeux. On s'en fout, les fioritures autour, c'est pas grave. Mais l'Asdor, t'as vraiment ce lieu, Palais des Festivals de Cannes, qui est connu pour le cinéma, qui est connu pour plein... Puis t'as plein de festivals de Cannes, t'as vraiment pas que le cinéma et les jeux de société, t'as plein d'autres choses. Et donc ça tend à monter, même on l'a vu là, à Cannes cette année, on avait de plus en plus de partenaires à l'export qui venaient, qui s'intéressent à ça, qui se penchent vers l'Asdor. Même là, un de mes collègues à l'export, c'était la première fois qu'il allait à Cannes cette année, et en fait, son agenda était full de rendez-vous, quoi. On se rend compte que de plus en plus, l'Asdor commence aussi à avoir une reconnaissance dans le milieu, là où avant... Même si, voilà, maintenant, au jour d'aujourd'hui, à l'export, c'est clairement le Spiel qui a une portée plus grande, mais l'Asdor commence à monter aussi à ce niveau-là. Une petite question, un mini clin d'œil, mais Logan, Bastien et une partie des équipes commerciales de Gigamix sur le terrain, quand ils vont voir les boutiques, ils vont voir feedback, est-ce que l'outil un peu marketing de communication du Spiel, c'est vraiment quelque chose qui est mis en avant aussi par l'éditeur, j'imagine? C'est un vrai plus pour... entre une commande à 1000 et une commande à... Ça joue sur les quantités, sur... Ça peut jouer même sur un auteur, de se dire, cet auteur, il a déjà gagné tant de prix, il va sortir un nouveau jeu, clac. En fait, ça donne de la reconnaissance pour l'éditeur, pour l'auteur, l'autrice, l'illustrateur, l'illustratrice. Il y a un truc de, ces personnes-là, ils ont bossé sur ce jeu qui a eu un prix. Et voilà, je vous présente ce nouveau jeu. En fait, tout de suite, ça contextualise aussi. C'est pas un jeu qui vient de nulle part. Et ça, c'est plus facile à vendre. C'est plus facile à dire que ça, c'est un jeu de Bruno Catala parce que il a déjà fait des jeux, parce qu'il a déjà remporté des prix, etc., etc. Donc, il y a encore une fois ce truc-là de, forcément, on va plus y croire, ou on va, en tout cas, être tout de suite un peu plus intéressé. Donc, ouais, je pense que ça a quand même cette force-là aussi. On va faire une première petite pause reportage. On va aller pas loin de Mulhouse, à Pastat. On est allé voir Ravensburger, tu en as parlé un petit peu. Je suis allé voir Stéphanie et je lui ai posé la question de la nomination pour That's Not a Hat. Quel impact sur les ventes? Et donc voilà, on l'écoute. Et donc voilà, on est dans la banlieue de Mulhouse, au siège de Ravensburger France avec Stéphanie. Oui, bonjour. Merci de m'accueillir, de nous accueillir ici. Alors on va parler rapidement de That's Not a Hat. Oui. Très beau jeu, moi j'ai beaucoup aimé et un joli succès commercial. Et la question elle est très simple. L'Asdor l'année dernière, cette nomination un peu surprise de dernière minute, quel impact sur les ventes du jeu? Alors un bel impact, une belle reconnaissance de la part de la communauté des joueurs, du jury. Donc c'est une très belle crédibilité pour le jeu. Et ça lance quand même le jeu de la meilleure façon qui soit, même si le jeu n'a pas gagné l'Asdor. Cette nomination est malgré tout une belle reconnaissance et nous a permis de faire une année 2023 très bonne. Vous avez vraiment senti une différence Oui, je pense que le succès du jeu aurait peut-être été également au rendez-vous, mais peut-être pas aussi fortement, aussi rapidement. Donc je pense que c'est quand même un accélérateur. Est-ce qu'un an après, cette nomination, elle est encore un peu dans les esprits ou tu le retrouves encore un petit peu dans les ventes du jeu? Ou est-ce que finalement c'était très ponctuel et qu'aujourd'hui le jeu a sa vie finalement normale de vente? Alors, je pense que maintenant, on commence à être dans un rythme plus classique et c'est à nous aussi de continuer à faire vivre le jeu parce qu'il n'est pas connu de tout le monde encore. Et en termes de distribution, on va pouvoir élargir également la distribution pour le faire connaître au plus grand nombre. Donc, bien sûr que cette nomination a quand même toujours des effets. Mais je pense que maintenant, c'est aussi à nous de continuer à travailler le jeu, à continuer à le mettre sur les salons pour que les familles puissent découvrir le jeu. Voilà, donc c'est dans la continuité et c'est quand même un bel effet sur le succès du jeu. Et dernière question, quand vous sortez un jeu comme ça, ou vos jeux, est-ce qu'à un moment donné, vous anticipez ces prix? On peut pas en penser au Spiel ou à l'Asdor, ou est-ce que non, c'est vraiment, voilà, c'est une sorte de, je vais pas dire de hasard, mais je veux dire, est-ce que vous avez pensé à ça en sortant Alors sur celui-ci, non.
honnêtement. Pour d'autres, on a en tête quand même potentiellement une nomination pour certains jeux. Mais sur celui-ci en particulier, franchement, c'était une belle surprise. Et nous, voilà, on y croyait, mais on n'a pas développé en se disant ça va être le prochain As d'or. Et c'est ma dernière question, mais je suis obligé de te la poser. Qu'est-ce que tu ressens quand tu découvres que Das Notehat est nominé, qui était quand même un peu une surprise? Alors, ce que j'entends surtout, c'est j'entends Jean-Baptiste qui hurle dans le bureau. De joie. De joie. Donc, une très forte émotion quand même, parce que ça n'arrive pas tous les jours non plus. Bravo. Merci beaucoup, Stéphanie. Merci à vous. On se retrouve à Mulhouse tout de suite. Voilà, merci à Ravensburger pour l'accueil dans leurs locaux. On est de retour. Un petit mot sur Das Notehat, c'était aussi une surprise. J'arrive pas à le dire, moi, ce jeu, mais c'est une surprise l'année dernière quand tu découvres la nomination. Clairement. En fait, généralement, tout le monde fait ses pronostics. On se dit, mais il va y avoir ça, il va y avoir ça, etc. Pareil, les critères, il faut les connaître, mais il y a certains critères. En fait, c'est sur l'année de distribution. On peut pas, n'importe qui ne peut pas concourir. C'est des jeux récents qui ont une année glissée, etc. Donc, il y a quand même des restrictions. Et ce jeu-là, quand il est arrivé, on était mais qu'est-ce que c'est? Et en fait, on avait l'impression qu'il était même pas encore sorti. Et en fait, il venait juste de sortir. Enfin, il y avait des magasins qui l'avaient déjà, mais tout le monde ne l'avait pas encore. Enfin, il y avait un petit méli-mélo, machin. Donc, il y a eu une polémique, mais encore une fois, c'est pas grave, on s'en fout. Mais le jeu, oui, ça a été une surprise parce que, comme on n'avait pas encore eu le temps d'y jouer, on le connaissait pas. Et on avait déjà fait nos pronos de tous les trucs. Il y a tellement de jeux qui sortent chaque année. Je sais pas combien de jeux qui sortent, mais... J'ai 2 chiffres, 1300 et 1800. J'ai jamais su entre les deux lesquels, mais je pense qu'on doit être à peu près là-dedans. T'imagines, sur les 1300 jeux, il y en a au moins 400 qui sont au grand public. Et ils ont choisi celui-là, tu dis, mais il y en avait tellement d'autres. Et après, tu dis, après, pourquoi pas? Mais c'était vraiment la surprise. Surtout le format, la tronche qu'il a, etc. Enfin, il est vraiment atypique, quoi. Il se voit bien en boutique. C'est très malin. Rose comme ça, c'est très très malin. Il est chouette. On va terminer cette partie sur les ventes avec un dernier petit point sur tous les autres prix. On l'a rapidement évoqué en intro, on a fait la liste. Et je remercie mon ami Guillaume qui est là, qui m'a fait toute la liste de tous les prix. C'est vrai qu'il y en a quand même beaucoup. Prix sur le web, etc. Je ne vais pas vous faire la liste parce que sinon on prendrait un quart d'heure. Mais il y a énormément de prix, certains un peu confidentiels, d'autres quand même assez connus. Je pense au Diamant d'Or, donc je suis un peu joueur pour jeu expert. Voilà. Donc c'est un prix que je regarde particulièrement, ou le GA. Voilà. Un petit mot sur ces autres prix. Est-ce que eux aussi ont un impact à un moment donné, ou des prix même étrangers, parce que demain un prix belge, néerlandais, a un impact aujourd'hui sur la France ou pas? Nous, en tout cas, vraiment purement pour la France, ça va vraiment être surtout l'As d'Or, du coup. Le Spiel aussi a une mesure différente. Mais hormis ça, c'est vrai que sur nous, notre secteur francophone, c'est surtout ça qu'on va relever. Maintenant, d'un point de vue export, il y a aussi d'autres choses qui vont plus rentrer en compte. C'est pas non plus un étalage d'un millier de prix, mais par exemple, on a beaucoup le Mensa d'Or aux États-Unis. Mais c'est vrai que ça commence à arriver en France, ça n'a pas encore le même écho, mais ça compte quand même pas mal. On va aussi avoir, par exemple, tout ce qui va être lié à BGG. Eux vont aussi décerner un prix, mais même en dehors du prix, on va avoir la hotness sur BGG. Donc vraiment, quand on se met sur le site, comme ça, tous les jeux qui sont les plus notés, les plus, etc. BGA Awards aussi, tout récemment. Oui, aussi. Ça récompense aussi l'adaptation d'un jeu sur la plateforme. Donc, c'est encore d'autres critères. C'est pas juste si le jeu il est bon ou pas bon. Tu as aussi le côté du développement qu'on va récompenser. Mais nous, toi, par exemple, sur la Hotness BGG, qui est pas un prix en soi, mais ça, c'est vrai qu'on a constaté au niveau de l'export que ça a pas mal d'impact. En fait, l'air de rien. Mes collègues à l'export ont pas mal été contactés. Genre à l'époque où Iki est arrivé du coup dans la Hotness BGG, c'était pas seulement parce qu'il était nommé à l'As d'Or, parce que ça n'a pas forcément une répercussion au niveau de l'export, mais il est arrivé du coup dans ces Hotness et ils ont eu pas mal de demandes pour l'exporter dans d'autres pays. Tu vois, ce genre de choses. On se rencontre avec aussi nous sur BGG, Board Game Geek. Pour ceux qui ne savent pas, c'est le plus gros site d'information de jeux de société, donc c'est en anglais. Et effectivement, la Hotness, c'est les jeux les plus attendus, /joués, /aimés. En tout cas, il y a de l'activité. Et nous, on se rend compte qu'effectivement, quand il y a des jeux qui apparaissent dans la Hotness, ça a des impacts.
quand même. Tu vois, donc c'est pas un prix, mais t'as quand même c'est de ça. l'engouement qui est Des coups de créé. fil, des mails, des précommandes. Ouais, vous tu vois, faites il y a un pas, truc du vous oh là là, l'avez, ouais. pourquoi ce jeu d'un coup il remonte, etc. T'as cité BGA juste avant. Là, c'est différent parce qu'effectivement, BGA, c'est un site, c'est Board Game Arena, qui va proposer des expériences de jeu en ligne. Donc en fait, c'est le jeu adapté version numérique. Donc c'est pas tout à fait le même jeu parce que tu gagnes du temps en mise en place, etc. Mais au moins, t'as le feeling du Et jeu, parfois, etc. comptage de points. Et ça, oui, mais ça fait plaisir d'avoir le comptage de points automatique. Donc ça, c'est trop cool. Mais c'est effectivement différent. Et pour en revenir à ta question, nous, en termes de prix après, les diamants d'or, par exemple, comme c'est le jeu expert, on se rend compte que ça peut être aussi une deuxième moyen de réassurance. Par exemple, quand tu as Darwin's Journey qui est à l'As d'or et aussi au diamant d'or, ou des jeux comme ça, où tu te dis « Wow, ça fait 2 fois que j'en ai entendu parler ». Et c'est vrai que dans la tête des gens, quand il y a plusieurs médias qui se concentrent sur un même jeu, tu te dis « Bon, là, ça doit commencer à être un vrai truc, quoi ». Ça double pas les ventes, mais Non. ça permet de continuer, ça permet de... Encore une fois, tu le disais, toi, ça t'intéresse le diamant d'or, tu vas t'y intéresser, et il y a plein d'autres gens qui sont comme toi et qui vont s'intéresser à ce prix-là. Et comme il y a plein d'autres prix qui sont décernés, la Coupe des duellistes, j'en parlais avant, c'est des jeux de joueurs, il y a des gens qui suivent ça, parce que en fait, c'est trop bien. Vous aviez des jeux abstraits, justement, Kawale, qui étaient dedans, où tu te dis, ok, mais en fait, ça m'intéresse en fait d'avoir des jeux de joueurs. Quels sont les trucs les plus plébiscités? Et pour le coup, ce prix-là, c'est un prix du public. Donc c'est les gens qui votent. C'est pas un jury. Donc c'est vraiment différent. Je trouve que, ouais, c'est ça en fait. Ça va, en tout cas, faire de la visibilité pour ces jeux. Et c'est toujours cool, je trouve, quand tu gagnes un prix. Il y a toujours un truc un peu sympa de ouh, j'ai gagné ça, machin. Parce que c'est vrai qu'il y en a beaucoup des prix. Il y a même des micro-influenceurs qui proposent maintenant des prix. Voilà, c'est toujours gratifiant, je trouve, qu'il y ait de la renommée supplémentaire, quoi. Et justement, sur cette... C'est une mode, mais c'est pas péjoratif en disant ça, mais des créateurs de contenu qui eux aussi participent ou qui apportent leur propre contribution au prix. C'est quelque chose qui est plutôt positif pour vous, c'est toujours positif, ça fait toujours la bonne presse, ça permet de parler du jeu et c'est chouette, comme tu le dis, c'est gratifiant. Maintenant, vraiment, les résultats concrets, on va pas forcément voir. On va peut-être avoir quelques personnes isolées, par exemple Dice Tower avec leur Seal of Excellence. Ça va vraiment avoir un impact, par exemple, mais c'est en fait quasiment les seuls qui vont avoir cette écho-là. Bon, là, encore une fois, ça va plus être à l'export. Où là, plus récemment, maintenant, il y a un monde de jeux là, qui propose le Sablier d'Or. On est nommé avec le jeu Loot. Donc, on est super content, mais c'est hormis même qui gagne ou qui gagne pas, c'est aussi parce que voilà, des créateurs de contenu comme un monde de jeux, ça va leur permettre justement de créer du contenu sur notre jeu 2 mois avant sa parution. On fait venir chez eux les auteurs. Enfin, ça nous permet, nous, en fait, d'avoir des choses qui sortent sur les réseaux autour de notre jeu. Là, en l'occurrence, ils récompensent plus la wishlist des internautes ou vraiment les jeux que les gens c'est les jeux les plus attendus. Ouais, c'est ça. Donc voilà, là, ça permet d'avoir un petit peu de contenu sur Internet. Voilà, quand on tapera Loot, on aura un petit peu leurs vidéos règles, on pourra avoir déjà une partie, etc. Donc c'est plutôt plus gratifiant où ça permet d'un petit peu avancer, entre guillemets, le travail de com, parce que les gens pourront trouver du contenu sur les jeux plus étoffé. Aussi. Voilà, c'est ça. Mais après, vraiment purement au niveau des ventes ou même de la reconnaissance dans le secteur, il y a très peu de prix ou très peu de labels qui vont compter au final. Je propose d'avancer une deuxième partie. Elle est très liée, mais on va parler un peu plus précisément de la production. Parce qu'on a parlé des ventes, mais pour pouvoir vendre, il faut un peu de matos en rayon. Est-ce que tu as un souvenir d'un jeu qui cartonnait et que tu t'es retrouvé vraiment emmerdé, coincé parce que pas de dispo, avec des vraies ruptures de stock durables? Je sais qu'Acropolis, il y avait régulièrement des réassorts, donc ça c'est plutôt bien fait. Est-ce que tu as comme ça un exemple? Il y a eu un exemple récent, par exemple, c'était sur SkyTeam, qui est un jeu de joueurs avec de scorpions masqués, où c'est un jeu coopératif avec un avion. Et ça, en fait, il y a eu une hype assez rapide. Et du coup, tout le monde s'attendait aussi à ce que ça soit nommé à l'As d'Or. On se dit, ça c'est dans la poche, ça se vend tout seul, machin. Et on a eu une période où il n'y en avait vraiment plus. Et en fait, tu commences à avoir une sueur et tu te dis, s'il est nommé, et qu'on n'en a aucun, qu'est-ce qu'on fait? Et il y a ce truc-là un peu... parce que sur les prix, les boutiques, on se dit, ouais, mais si on n'a pas de stock, si le truc il est en rupture, etc. Donc à chaque fois, on se dit, est-ce qu'ils vont nommer des jeux qui sont chauds à avoir et à trouver, ou est-ce qu'ils vont nommer des trucs où, derrière, il y a possibilité de... C'est pour ça aussi, et ça c'est important de le dire,
c'est rare qu'on voit des tout petits éditeurs à des prix comme ça, parce que derrière, s'ils ont un prix, ils vont devoir assurer peut-être une production, et c'est hyper galère en fait. Quand t'as une visibilité comme ça, des fois, tu peux pas suivre la production. T'as vu ça genre sur Perfect Words, Tiki qui s'attendait pas forcément à la nomination et qui était un peu pris de court parce qu'ils n'avaient pas plus que ça de jeux à vendre à Cannes. Après, c'est une chouette nouvelle pour eux, ça leur permet aussi de réajuster les quantités pour la suite, mais en effet, sur des plus petits éditeurs comme ça, ça peut vite être plus compliqué à suivre. Même, tu vois, pour nous, du coup, comme je disais, on a beaucoup appris avec un Oriflamme. On n'avait pas vu le truc venir et dès que ça a gagné l'As d'Or, tout le reste du stock a été directement épuisé, alors que en soi, ça aurait encore pu vivre une année tranquille, peut-être. Du coup, il y a toute une période de rupture. Juste après l'As d'Or, en fait, ça a été en rupture de mars jusqu'à mai à peu près. Bon, c'est pas énorme, hein, mais bon, juste quand le jeu est le plus plébiscité, ça peut vite et ça aussi, ça faire doit un faire peu de peur. mal. Mais justement, ça nous a permis pour des Acropolis, là sur les traces de Darwin ou des jeux comme ça, d'anticiper en fait et d'avoir, même s'il y a eu plusieurs ruptures, c'était des petites ruptures. Puis au final, c'est des ruptures nous dans notre entrepôt, mais des fois dans les boutiques, ça va même pas se sentir, parce que quand c'est rupture chez nous, c'est-à-dire que c'est dans les boutiques. Est-ce qu'une petite rupture a pas aussi un effet bénéfique parfois? Moi, je sais que, tu vois, 2 pommes, 3 pains, qui est 4 à Cannes, je suis allé chez Fairplay à Mulhouse, je voulais me le récupérer pour jouer ce soir avec vous. Putain, il l'a déjà plus, parce qu'il y a cette petite hype là des derniers jours, mais il en reçoit rapidement. Donc, est-ce que une petite rupture maîtrisée, est-ce que participe pas aussi un petit peu à cette petite hype? Qu'est-ce que t'en penses? Moi, ça dépend. Je sais pas. Je sais pas, parce que moi, ce que j'ai justement posé comme question à Ariane, c'était vous avez pas peur pendant 2 mois, il est en rupture, t'en imprimes plein, et 2 mois plus tard, tout le monde a oublié, s'en fout, et du coup, tu te retrouves avec plein de quantités, tu fais oh, mon Dieu, mais j'en ai trop fait, et la hype est passée. A contrario, est-ce que le fait que tu aies une rupture maîtrisée, je pense pas que ça existe. J'ose espérer qu'il n'y avait pas exprès, heureusement. Mais il y a ce truc-là de oui, ça peut participer. Comme dans tout en fait. T'as ce truc du j'ai envie de l'avoir, je peux pas l'avoir, je suis frustré, j'ai vraiment envie de l'avoir. Quand est-ce que ça sort? Dans un mois? Non, mais j'ai vraiment encore plus envie de l'avoir maintenant. Donc oui, mais ça c'est un truc typiquement sur tous les biens de consommation qui existent. T'as toujours ce truc du comme je peux pas l'avoir, j'ai un peu de frustration et j'ai encore plus envie de l'avoir. Mais ça c'est un vrai truc. Après, je pense pas que... Sur un petit jeu de société comme ça, est-ce que tu as vraiment ça pendant très longtemps? Non. En effet, comme tu dis, des longues ruptures, ça peut vraiment changer la donne. On a eu ça sur quelques jeux. Et des fois, en effet, tu te retrouves avec plus de stock sur les bras, alors que le jeu n'est pas mauvais, mais c'est juste que le buzz de base est un petit peu passé. Mais encore une fois, ça, c'est des choses qu'on apprend aussi au fur et à mesure et que maintenant, on arrive à peu près à pallier. Mais est-ce qu'on peut un peu anticiper tout ça? Pas forcément l'obtention d'un As d'Or, mais est-ce qu'en est, quand tu choisis de faire un jeu, que tu édites ou que tu localises, est-ce que tu es capable d'anticiper un minima que putain, là on tient quelque chose et de construire ta production, ton volume sur cette idée qu'à un moment donné le truc il va être vu, il va marcher? Oui, nous après c'est vraiment des débats en interne à partir du moment où on signe un jeu, que ce soit en édition ou en coédition. C'est la localisation, donc on appelle comme ça. Parce que d'une part, il y a déjà en interne, on voit un petit peu ce qu'on en pense, en testant entre nous, en parlant au niveau des différents services. Que ce soit au niveau de la com, si nous on entend que le jeu buzz déjà un petit peu, par exemple dans le cadre d'une coédition, tu vois, on peut dire attention, on sent déjà que les gens en parlent. Quand tu fais tester aussi en salon. Oui, voilà. Mais après justement, il y a tout le côté test qui va être nous vraiment à 2 niveaux, tu vois. Il y a le niveau que tu as pu expérimenter hier, qui était, parce que tu étais invité, Maxime aussi, remarque, à la réunion régionale de Strasbourg. On appelle les réunions régionales, en fait, ça va être des réunions destinées aux boutiques qui sont organisées à chaque fois par le commercial de la région, dont c'est la région. Donc, il va organiser comme ça une journée où on va louer un restaurant, un bar à jeux, peu importe, pour pouvoir vraiment installer tous nos jeux sur des tables. On invite aussi nos partenaires, comme Studio H, Rivard French, etc. Et on va aussi présenter, nous, nos jeux de la diffusion. On va diffuser, par exemple, des Tocit ou des jeux comme ça de d'autres éditeurs. Donc, on va réunir comme ça tous ces jeux. Nous, on va venir toute une équipe sur place. Et justement, on va inviter toutes les boutiques de la zone pour pouvoir les tester. Mais plus que les tester, après, on va vraiment leur demander un retour. Déjà, on l'a pendant qu'on explique, on va leur demander un petit peu comme ça. Mais ensuite, eux, vraiment tranquilles à la maison, ils vont être amenés à noter les jeux. Et depuis cette année, on va aussi leur demander, nous,
est-ce qu'ils ont eu des coups de cœur sur cette réunion régionale? Et alors, voilà, va y avoir aussi des offres commerciales qui vont s'en suivre. Mais hormis ça, nous, c'est aussi le but de voir un petit peu qu'est-ce qui se dégage. Et on va toujours présenter, là, ce qu'on a présenté hier, on a présenté des jeux qui vont même paraître à Essen prochain. Donc, on essaie vraiment d'avoir comme ça un scope assez large parce que ça leur fait économiser du temps de travail, tu vois. Ils connaissent déjà un petit peu les jeux. Et puis nous, ça nous permet aussi d'avoir ces retours, de voir ce qui marche plus, d'avoir des tendances. Et en plus, on a le deuxième layer où on va aussi demander au public. Ça, on va pas forcément faire ça sur tous les jeux, mais là, par exemple, à Cannes, on avait un espace avant-première qu'on avait déjà il y a 2 ans, où Acropolis était déjà présenté à Cannes il y a 2 ans, alors qu'il est sorti à Paris Ludique en juillet. Et là, pareil, on a déjà présenté Loot, on a déjà présenté Corridor Pac-Man, on avait aussi Critical Foundation saison 2, que des jeux qui sont pas encore sortis là au jour d'aujourd'hui, et qui vont sortir là, soit courant du mois de mars, ou carrément en mai, en juin. Donc ça permet là aussi un peu de mesurer. Par exemple, l'étape de Loot, on a vu que ça n'a pas des amplis. On a aussi eu des échos au niveau des pros, du coup au niveau des boutiques, mais aussi au niveau de la presse. Parce que moi, de mon côté, j'ai aussi invité des gens comme Maxime qui a la double casquette, ou d'autres partenaires presse avec qui on travaille, que ce soit des magazines, que ce soit de la radio, etc., ou des influenceurs, qui vont aussi faire un retour sur les jeux. Bon, en général, on n'est pas sur des trucs complètement déconnants. En général, ce qui ressort, on s'y attend et on l'a déjà un peu vu. Mais des fois, on va avoir des tendances qui seront un peu plus marquées. On va se dire, attention, on n'imprimerait pas plus. Ça s'était passé comme ça pour Acropolis, par exemple, à l'époque. C'était vraiment un coup de cœur général et on s'était dit, en fait, peut-être qu'on a un peu sous-estimé le truc. Et justement, c'est quoi ton rôle, Maxime, dans tout ça? C'est-à-dire, ton rôle un peu et d'influenceur, mais également au sein de Philibert, qui est quand même un acteur important dans le monde du jeu français. Est-ce que vous avez un impact à un moment donné, vous, sur des choix de tirage, ou est-ce que vous avez des discussions avec les éditeurs et dit voilà, est-ce que demain, si Philibert, Maxime ou Philibert croient à un jeu, est-ce que vous avez des discussions avec les éditeurs et dit ouais, ton truc c'est vraiment bien, on t'en prend. Je pense que vous, en tant qu'éditeur, alors moi je suis pas acheteur, donc j'achète pas de jeux, mais par contre, oui, on sent des tendances, notamment quand on discute sur les réseaux sociaux, on voit qu'on poste une photo de Corridor Pac-Man et qu'on voit que tout le monde réagit, on fait « wow, la vache !» ok, ça s'active en fait, les gens ils sont intéressés machin. Du coup nous on fait ça pourrait être pas mal d'en prendre, faut faire attention. Et effectivement on a aussi ça sur le ressenti. Moi l'acheteur qui s'occupe de prendre des jeux chez vous, il me dit toi t'as bien aimé quoi là? J'ai aimé ça, ah ouais moi aussi j'ai bien aimé ça, je trouvais cool Littoral, ah ouais Loot c'était sympa, ah oui j'ai bien aimé sur les traces de Marie Curie. Enfin on discute et on fait ok ça j'ai trouvé ça bien là. Donc oui, ça a de l'influence. Après, c'est très dur en fait de savoir ce qui peut marcher. J'ai l'impression que ça te dépasse. Il n'y a pas de recette magique. Il y a des jeux où tu te dis mais ça il a tout pour plaire et des fois ça fonctionne pas. Et à contrario, des fois il y a des trucs tu dis c'est sympa. Vas-y on le lance et pouf les gens ils se l'approprient. C'est complètement et c'est ça qui est trop cool dans le jeu. C'est vraiment un jeu, ça va marcher parce que les gens se l'approprient et naturellement, t'auras beau faire toute la com que tu veux en disant c'est génial, c'est trop bien, nanana. Alors bien sûr, t'as plus de chances que ça marche, mais c'est vraiment les gens en fait qui se l'approprient et la décision finale, c'est eux qui l'ont quoi. Est-ce qu'on n'édite pas parfois un jeu quand même avec cette idée qu'on le façonne pour un certain pour un prix pour un prix, je sais pas si on peut le dire comme ça, mais bon, je pense qu'on y pense. Enfin, j'imagine que quand on crée, on veut le vendre, on veut gagner, donc j'imagine qu'on y pense un peu. Mais est-ce qu'à un moment donné, il y a une façon d'éditer, de finaliser son jeu, de l'adapter pour être dans une, tu parlais de critères, c'est dans une certaine tendance. Est-ce que c'est des choses qui arrivent ou au contraire c'est non, on a fait notre jeu et on l'offre au monde et on récupère au final ce que le public choisira quoi. Je sais pas comment vous en tant qu'édition ça se passe, mais déjà je pense que c'est les auteurs autrices qui vont se dire tiens quand je fais mon jeu comment je le mets. Est-ce que c'est un truc que je veux grand public? Est-ce que c'est un truc que je veux non j'ai envie de me faire un truc plus initié etc. Donc c'est déjà eux qui ont la décision je pense à la base et après je pense que l'éditeur peut-être qu'il va j'en sais rien, mais tu pourras mieux répondre, mais est-ce que vous allez le mouler, parce que moi aussi ça m'intéresse, donc je te pose déjà la question, est-ce que vous allez mouler un jeu en vous disant ah ben en fait ce jeu-là, il est vraiment cool, et punaise, ça marcherait trop bien en As d'or, faisons en sorte de le mettre dans un écrin qui fonctionne pour gagner un As d'or, etc. Que ce soit un prix public, que ce soit par exemple, un format de boîte, que ce soit une règle ou deux en plus ou en moins, parce qu'on sait qu'à un moment donné, c'est ça, c'est un peu intéressant.
Allez, réponds-nous. On veut savoir. Après, nous, on sort aussi beaucoup de jeux annuellement. Donc, voilà, bon, si on sort que des jeux qu'on aime bien, auxquels on croit. Après, bien sûr, il y a des choses qui se dégagent, voilà, que ce soit par les retours boutiques ou même nous, les retours en interne. Mais effectivement, des fois, toi, un jeu, par exemple, comme un Acropolis, tu as une super bonne idée de base, t'as tout le travail à côté qui suit. Mais après, nous, ça va être aussi, on va aussi le façonner d'une certaine façon. Par exemple, là, tu vois, c'est une boîte qui était vendue à 27 balles. On a essayé vraiment de l'éditer aussi dans ce sens où c'est un jeu qui est hyper accessible par son prix, par son format. Voilà, tu ouvres le jeu direct, il est installé en 2 secondes. Enfin, En fait, vraiment, il coche les cases. voilà, t'as pour une le facilité. prix, quoi. Mais c'est parce qu'on a choisi aussi, c'était aussi un choix éditorial de l'éditer comme ça. C'était pas forcément pour gagner un prix, mais c'était aussi pour permettre que le jeu soit plus populaire. Tu vois, Un ami me disait, que je salue, est-ce qu'un Acropolis à 35 ou 40 euros, est-ce qu'il a l'As d'or? peut-être pas, tu vois. On ne saura jamais. Ouais. Mais, Non, ouais. Après, toi, tu as le même truc, par exemple, sur les traces de Darwin, où en fait, le jeu, il y a vraiment un travail éditorial de fou. Il y a vraiment tout qui est hyper bien conçu. Pareil, c'est vraiment pas un jeu qui est cher. Tu te demandes comment est-ce qu'on peut faire ça à ce prix-là. Et en plus, tu as vraiment t'as à la fois le livret de règles, mais tu as aussi un livret qui explique chaque espèce animale, chaque chose. Enfin, tu vois, il est vraiment conçu comme un objet, vraiment un bel objet. Bien fini, ouais. Voilà, d'un bout à l'autre. T'as clairement ça qui joue, je pense, pour décerner un prix. C'est pas seulement la bonne idée, bien sûr, c'est aussi la bonne idée et c'est les bonnes illus, mais t'as aussi tout le travail éditorial que nous, on va aider un petit peu à façonner de cette façon-là. Et tu vois, même là, voilà, un Acropolis, maintenant, on s'est dit, tiens, on va un petit peu ouvrir, nous, en interne, ce qu'on appelle la gamme Acropolis. Tu vois, par exemple, avec un loot, pour nous, ça rentre un peu dans cette gamme. C'est 2 jeux qui n'ont rien à voir, mais qui sont un petit peu formatés pareil. Ça va être le même format de boîte, ça va être un petit peu la même gamme de prix, ça va être le même genre de public, ça va être aussi le même genre d'illustration très grand public, de thèmes. Tu vois, on est sur la Grèce antique, on est sur des illus hyper colorées, hyper fraîches. Là où loot, tu vas sur un thème des Vikings, ça va être naïade à l'illustration. Tu as quand même des choses où tu te dis, bon, il y a quand même des arguments pour que mon jeu puisse un peu mieux marcher, mais bon, après, en soi, on fait aussi un peu ce travail sur tous les jeux. Faut pas non plus. J'imagine qu'au début, quand tu prends Acropolis, la version prototype, et Loot, la version prototype, tu te dis pas, ils vont être dans la même gamme. Et en fait, Non. c'est vous qui faites ce travail de, Voilà, ça va être c'est le ça. même boîtage, on va essayer de le faire tenir sur la même durée de partie, à peu près la même tranche d'âge, à peu près la même gamme de prix. Ouais. Parce qu'après, tu peux faire plein de choses avec un même jeu. Tu peux le suréditer, entre guillemets, et rajouter plus de matos, rajouter plus de choses et changer la gamme de prix, ou même le temps de jeu ou l'âge, en rajoutant ou en enlevant des règles. Ouais. Donc oui, il y a ce truc-là aussi de, tu peux quand même, je disais avant, de cocher des cases, il y a, ok, pas trop long, ça marche, tant de joueurs, ça marche, tel âge, ça marche, tel prix, ça marche. Tu as une espèce de liste de critères de, ok, ça marche bien pour ce prix-là, ça marche bien pour ce prix-là, ça marche bien pour ce prix-là. Donc... Puis après, tu as aussi tout le boulot après la sortie, tu vois, ça c'est plus ce qui nous concerne directement, mais tu as aussi l'effort de com. Toi, autour, comme tu dis, ton jeu il a beau être excellent, mais si personne peut y jouer, si personne le voit, personne n'entend parler, ça peut vite pénaliser le jeu. C'est pas non plus le bouche à oreille et tout ça, les gens qui jouent en festival, ça reste de la com aussi, c'est de la com événementielle. Mais tu vois, tout ça c'est bien beau, mais après il faut vraiment l'encadrer. Tu vois, nous, voilà, ça c'est aussi les échos justement de ces réunions régionales et tout ça. Nous, ça va nous permettre aussi de définir des budgets com sur certains jeux. On peut pas parler de tout à la même valeur. Si on va sortir par exemple 50 jeux à l'année, on peut pas. Les gens n'ont pas un cerveau qui va enregistrer ça, sachant qu'on n'est pas le seul éditeur. Après 50 vidéos, ça serait chouette de faire pour moi. Oui. Mais tu vois, il y avoir vraiment tout un truc. Comme là, voilà, en événementiel, Acropolis, mes collègues avaient vraiment fait tout un petit espace grec avec des statues, des trucs. On se donne vraiment de tous les côtés. On va essayer que le jeu ait vraiment une vie autour de sa sortie. Ou toi, même comme un loot, on commence déjà à en parler, on l'a déjà fait jouer. Un monde de jeu va le présenter alors qu'il sort là. Et au jour d'aujourd'hui, il va sortir dans 2 mois et demi, tu vois. Mais tu as vraiment tout ce truc aussi qui va entourer et que ça, on peut un peu nous aider, qu'on peut un peu formater. Effectivement, mais bon, après, le reste, c'est pas vraiment dans nos mains. Et puis, ça va dépendre aussi sur quelle année tu tombes, quels sont les autres jeux en face. Et clairement, il y a plein d'autres jeux qui sont très bons autour. Mais effectivement, on peut aider à formater d'une certaine façon et à donner plus d'ampleur, etc. Mais des fois, tu peux pas mesurer. Encore, toi, sur un Oriflamme, un Carreau Combo, il n'y a pas forcément plus d'énergie que ça qui avait été mise dessus. Mais au final, c'est des jeux quand même qui ont beaucoup plu. On va attaquer tout doucement la dernière partie. Et avant ça, on va retourner à Cannes.
quelques minutes. On est retourné voir Charles Amir de Super Meeple, puisqu'il a gagné un prix avec la Familia. Ouais. Et la Sdor Expert. Et voilà, sur cette partie de production, de tirage, on lui a posé quelques questions. Donc je vous invite à retrouver Charles à Cannes. Et on est à Cannes avec Charles Amir, que vous connaissez maintenant, qui était notre premier invité de Marketplay. Oui. On est 24 heures après cette fameuse cérémonie d'Asdor où tu as brillamment remporté l'Asdor Expert avec la Familia. Moi, je voudrais savoir un petit peu ce que tu as ressenti, comment ça s'est passé, ces quelques minutes de soirée où tu as été mis à l'honneur finalement. Écoute, je pensais être confortablement assis pour toute la soirée. Et en fait, non. Puis sinon, c'était vraiment une surprise. C'était vraiment une surprise parce que clairement, je ne m'y attendais pas, considérant le jeu vraiment étant un peu. Étant d'un genre vraiment particulier, donc c'est vrai, je pensais pas du tout le jeu gagnant. Donc moi, j'en profite encore une fois pour féliciter le jury pour son choix, non pas suffisamment jeu, mais pour on va dire l'audace de leur choix, parce que de récompenser un jeu comme ça, c'était pas non plus. Voilà. Alors, ce que je trouve intéressant aujourd'hui, c'est qu'on est 24 heures après la cérémonie, quasiment 24 heures. Est-ce que tu sens déjà quelque chose de différent par rapport au jeu? Est-ce que tu as eu des coups de fil en plus, en moins, je pense pas, mais est-ce que tu sens déjà une petite différence dans l'appréhension? Est-ce que tu as déjà. Voilà. Qu'est-ce que tu peux nous dire de ça? Alors la différence, comme c'est pas moi qui suis en direct avec les clients, mais mon distributeur Néoludis en l'occurrence, donc je ne sais pas, je sais, on en a parlé hier soir avec le distributeur, parce qu'effectivement la première question à se poser, c'est qu'est-ce qu'on fait? Alors on avait tout de même un peu anticipé, parce qu'on avait, comme le jeu était hors stock, on avait quand même anticipé en faisant une nouvelle production qui va arriver la mi-mars. Parce qu'en fait, avant même de savoir qu'il était nommé, c'était parce qu'on se disait il a une chance d'être nommé. Mais est-ce que justement une nomination pour toi peut déclencher éventuellement un choix, juste une nomination? Juste une nomination, oui. Ah oui, il y a un effet, bien sûr, il y a un effet. Alors ici, il faut avoir en tête que c'est un jeu de toute façon de niche, et c'est pas parce qu'il a le prix qui va devenir dans ce coup grand public évident. Donc c'est un jeu pour experts, etc. Dans une coup avec certaines contraintes qui font que de toute façon, il va effectivement, exactement, il va de toute façon être limité en termes d'audience. Maintenant, de toute façon, il y a des effets. Et en tout cas, l'effet le plus tangible qu'on ait pu voir, c'est les gens qui courent ce matin au stand, à l'ouverture du stand, pour aller jouer à la Familia. Donc ça, effectivement, je pense que si le jeu n'avait pas gagné, peut-être qu'effectivement, il n'y aurait pas eu cet effet-là. Mais en tout cas, effectivement, au niveau en bas, bon, les tables sont toutes prises, etc. Mais effectivement, il y avait une vraie intérêt et on va dire, un vrai intérêt. Mais d'un point de vue, la question qu'on se pose, c'est de savoir effectivement qu'est-ce qu'on fait en termes de reprint, parce que ça, c'est effectivement une question qu'on se pose. Et qu'est-ce que tu aimerais là, on a passé 24 heures, mais la suite, c'est quoi pour toi dans les prochains mois? Ça permet d'installer le jeu durablement, peut-être dans le paysage ludique. Un prix comme ça, qu'est-ce que ça peut apporter, tu penses, au jeu? Alors, de toute façon, ça donne la lumière, effectivement, ça donne la lumière sur le jeu, donc c'est forcément effectivement positif. Savoir effectivement si on arrive à en faire, si on avait un long seller, c'est un jeu qui se vend régulièrement avec des années, ça va clairement aider. Je sais pas si je sais pas si ça sera le cas, mais en tout cas ça va permettre. Là, l'idée c'est de savoir effectivement dans quelle mesure est-ce qu'on fait un troisième, excuse-moi, il y a quelqu'un qui fait des grimaces. Dans quelle mesure est-ce que quel est l'enjeu en termes de volume qu'on fait pour ce nouveau print? Et voilà, en fait, pour l'instant, on va être très prudent. Pour être sincère, on va être très prudent sur ce jeu-là. Encore une fois, c'est pas Ark Nova, donc on va voir comment ça se passe, quoi. Voilà. Et là, petit clin d'œil, on est donc dans l'émission avec Gidamic et Philibert. Est-ce que tu as un petit mot à Philibert, qui est quand même un des plus gros vendeurs vraiment de la Familia en France? Effectivement. Un petit mot pour Maxime et pour eux? Non, mais écoutez, à part effectivement le fait qu'ils sont, on compte sur eux pour aussi effectivement mettre en avant le jeu, mais ce qu'ils font déjà, parce que le jeu était déjà, même ce matin, déjà effectivement sur le site avec l'Asdor et tout. Donc non, écoute. Alors après c'est finalement sur les clients qui vont décider au final. Donc, nous, ce qu'on compte, c'est sur le bouche à oreille avec là les gens qui auront joué, sur le fait que le jeu a une vraie va gagner en tout cas en notoriété, en tout cas en intérêt. Les gens vont s'intéresser au jeu, ça c'est sûr. Après, ce qui plaira, ça c'est un autre sujet. En tout cas, bravo en tout cas. Merci beaucoup. Merci. Et on se retrouve à Mulhouse tout de suite. C'était bien Cannes cette année. Ouais. C'était une belle édition, j'ai trouvé. On a eu un peu de pluie, mais c'était bien. Ouais, j'étais trempé. Moi, je savais pas qu'en tant que pro, je pouvais accéder directement. Je faisais la queue. J'attendais sous la pluie, j'étais trempé. Puis après, tu peux passer par là. Et je suis rentré en 2 minutes dans
Nous, J'ai on a monté fait les la... marches, mais voilà, j'étais trempé, je suis arrivé dans la... Ah, pareil, on a fait la queue. En C'était plus, drôle. la queue a fait une boucle. Du coup, on était à la fin et au début en même temps. C'était bizarre, ouais. Ouais, mais c'était chouette. Non, ouais, c'était un super C'était festival. Une belle édition et une vraie importance pour les marques d'être présents. On va parler communication maintenant. On en a un petit peu parlé. Je voulais te demander comment se gagne un prix ludique et est-ce qu'on édite un jeu dans ce sens. Donc, on a déjà un petit peu parlé. Moi, je voudrais parler vraiment de la communication du prix. Donc, pareil, on l'a un petit peu évoqué, mais petite anecdote. Je sais que le disait Charles-Ami dans le reportage, dès le lendemain de l'Asdor, sur la boutique Philibert en ligne, vous aviez déjà préparé tout. Voilà. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que même à un moment, on ne connaît pas du coup à l'avance, hein, j'avais préparé toutes les éventualités D'accord. sur Illustrator, j'avais fait tous mes visuels et j'étais dans la salle et j'étais prêt à poster le bon visuel au bon moment. Et avec vraiment tous les assets, cette année, je n'ai pas fait ça. Il y a quelqu'un qui a préparé un fichier pour justement au moment où on a tous les gagnants, le faire, le poster, etc. Mais effectivement, nous, on veut être hyper réactif vis-à-vis de ça parce qu'on a conscience derrière que ça peut avoir un impact important et surtout, en fait, en termes de visibilité, parce que nous, on a toujours des enjeux aussi de référencement, de se dire que quand tu fais partie des premiers médias à faire un contenu éditorial sur un prix, derrière, quand les gens vont taper Asdor 2024, il y a des grandes chances que nous, on arrive aussi à être en avant parce qu'on a écrit un article dessus, etc. Donc il y a ce positionnement-là. Et aussi parce qu'on a conscience que c'est un prix qui est hyper chouette et les gens attendent de connaître les résultats. Donc nous, c'est ce que tu disais avant, en fait, quand vous sentez des jeux, les boutiques, les influenceurs, influenceuses, créateurs, créatrices de contenu, en fait, c'est du grain à moudre, c'est parfait, ça permet de dire, cool, je vais pouvoir parler de ça, je vais pouvoir mettre en avant des jeux, donc c'est hyper chouette pour nous, donc on est hyper au taquet pour communiquer dessus. Comment tu gères la pastille quand tu es nominé? Enfin, la pastille, c'est Asdor. Est-ce que tu attends vraiment d'être sûr d'avoir? Est-ce que tu précommandes un peu des petits visuels? Enfin, est-ce qu'on anticipe un petit peu au cas où est-ce que oui, après on va anticiper. Tu vois, les collègues aux réseaux sociaux, comme tu dis, vont déjà commencer à trafiquer un petit peu des petites choses. Après, Acropolis, on s'y attendait quand même pas mal. J'avais mes collègues qui étaient déguisés en grec à côté de moi sur le siège, donc ils auraient été déçus de pas montrer ça sur scène. On peut pas dire qu'on l'avait pas un petit peu anticipé, tu vois. Ils s'habillent pas comme ça tous les jours. Je pose la question, mais je crois connaître la réponse. Mais est-ce qu'à un moment donné, on le sait avant sur l'Asdor? Non, vraiment pas. Vraiment pas. Ils sont imperturbables. Marie, on l'a encore vu juste avant. Non. Il y avait rien n'est dit vraiment sur d'autres prix. Des fois, tu peux avoir ça. Genre, nous, en pub, des fois, on était prévenus à l'avance, tu vois. Comme ça, on savait, les gens pouvaient venir en avion jusque Cannes pour être là pour recevoir les prix. Donc moi, au début, je pensais que ça allait être ça aussi dans le milieu du jeu de société, pour être très honnête, parce que sinon, l'auteur, il n'est pas forcément là, ou les gens ne sont pas forcément sur place. Mais l'auteur de Trio était là, c'était sympa. C'était un peu long, chouette. mais c'était très sympa. Ouais, c'est super cool. C'est ça, tu vois. Donc moi, je pensais que pour de vrai, qu'on allait vraiment pouvoir anticiper tout ça et tout. Mais en fait, non, pas du tout. Dans le jeu de société, là, c'est imperturbable, on ne sait rien. Mais du coup... Donc, tu as quand même une part d'anticipation. Tu es nommé, tu bosses un petit peu en amont au cas où, encore plus quand tu es favori, quoi. Oui, mais c'est ça quand même. Les discours étaient déjà écrits. Voilà. Bon, après, par exemple, la colline de Sofollet, on aurait pu s'y attendre aussi. On n'a pas gagné l'Asdor enfant, mais... Vous aviez prévu des trucs, du coup, que vous n'avez pas mis en place? Est-ce qu'ils étaient déguisés en feu follet? En roulant. Ça aurait été bien. Et du coup, malheureusement, ça n'a pas pris. Mais par contre, j'ai un exemple. Moi, je me souviens très bien de Colt Express qui avait gagné un Spiel. Je n'étais pas né, moi, je crois. Colt Express? Ouais, si. Et du coup... Une dizaine d'années, non? 8 ans? 7-8 ans? C'était il y a un moment. Ouais, une dizaine d'années. Allez, plutôt 6 ans. 6-7 ans, un truc comme ça. Peut-être 8, allez, disons 7 et demi. Eh bien, ils avaient gagné, du coup, le Spiel. Et je crois, mais vraiment, 3 jours après, on reçoit les boîtes avec le logo. Et on se dit, mais c'est pas possible. Ouais. Ils le savaient à l'avance, etc. Et en fait, non. Pas la pastille, le logo Spiel gagné, machin. Non, en fait, c'était une pastille qu'ils avaient collée. Et je pense qu'ils ont dû avoir des rouleaux et les coller à la pour tout de suite envoyer dans la foulée la commande des gens qui allaient en prendre justement parce qu'ils avaient gagné. Donc je me suis dit, soit ils le savaient à l'avance, soit ils ont été ultra réactifs pour que tout de suite il y ait ce logo-là, quoi. Mais effectivement, après, vu que ça se menait, des fois peut-être aussi que
tu dois anticiper ça, tu as peut-être des enjeux aussi. Ouais, pour nous, Dorf, on avait le jeu, on avait les stickers, on était bon, vous mettez les deux dans la boîte, vous collerez à la maison. Mais sur les premiers envois, on n'avait juste pas. Bah oui, il y c'était avait pas pas encore le possible, logo, tu vois. En bien plus, ça arrivait genre début septembre. Enfin, d'habitude, on fait faire ça par des intérims ou par des CAT ou quoi. Puis ils étaient en vacances. Enfin, tu vois, on n'a pas su. Tu sais pas anticiper toujours sur le contexte. Mais sinon, ouais, après aussi au niveau de la com, moi ce que j'ai pas mal remarqué, du coup sur Acropolis, qui est le premier jeu primé sur lequel j'ai vraiment bossé, c'est qu'en fait, voilà, comme on disait, ça avait déjà une presse assez importante au niveau de la presse spé. Mais en fait, ce qui est vraiment arrivé, moi auquel je m'attendais pas à cette mesure-là, c'était la presse non spé. Vraiment la presse généraliste, dont je sais pas, par exemple France Bleu, France 3, des radios, des télés, de la presse, vraiment de la presse papier, mais de la presse hyper grand public. On a été contactés par plein de types de magazines, plein de types de trucs, qui disaient viens, on veut venir dans vos locaux vous interviewer, on veut faire un papier. Je sais plus, il y a Madame Figaro aussi qui est venue. Enfin, tu vois, des trucs. Ouais, cette année, j'ai vu le Point qui annonce les 8 jeux à venir. C'est ça, on avait aussi La Croix. Enfin, tu vois, plein comme ça de revues ou de médias qui sont pas du tout de base sur ce thème-là, mais ça justement ils vont s'en emparer parce qu'ils vont se dire ok, là c'est des prix comme tu dis, normalement on a primé que 4 jeux, normalement ils sont bons quand même, il y a peu de chances que voilà. Et sur l'Asdor, il y a des gens, notamment la presse grand public, qui, tu vois, en fait, il y a un festival, il y a une animation, tu vois des milliers de gens. Forcément, la presse, elle s'intéresse, elle dit mais qu'est-ce qui se passe en fait? Moi, je pensais que c'était un petit hobby tranquillou, et je pense qu'ils prennent conscience que c'est un énorme marché, en fait, le jeu de société. Il y a énormément de gens qui sont passionnés par ça. Ça touche tout le monde, c'est intergénérationnel. Enfin, je veux dire, c'est un bien culturel incroyable, et du coup, ça en fait un sujet parfait pour tout type de presse. Et je pense qu'effectivement, l'Asdor et l'événement à Cannes fait aussi, et c'est pour ça que vous êtes bien sapé, c'est pour ça qu'il y a des belles photos, etc. Parce que ça a un rayonnement qui est de plus en plus intense. Donc les presses, elles se l'accaparent aussi, elles se rendent compte que ça intéresse tout le monde en fait. On en parlait juste avant l'émission, mais j'ai trouvé génial que Combini puisse faire l'interview de Mathieu Despnous. C'est incroyable. Ça donne, sur notre passion, sur notre milieu, ça donne un coup de projecteur génial à une génération en plus un peu jeune. Voilà. Ouais, il y a un an, on était aussi un petit extrait dans le quotidien. Yann Barthès, tu vois, où tu voyais Vincent De Dienne, il était mais qu'est-ce qu'il fout là parmi tous ces geeks, que vous arrive-t-il? Et puis il l'avait interviewé. Bon, après, ils font toujours des petites blagues, ils voient toujours le petit truc qui va pas, ou tu vois, des mecs qui montaient sur scène en short en tongs, ou je sais plus ce qui s'était passé. Mais en mode, c'est pas non plus tout à fait pro, mais c'est toujours les petites blagues, tu vois, mais ça permet justement, je me souviens, ma mère l'avait vu, enfin, tu vois, à un moment, cool, tu passes à la télé. Enfin, c'était pas moi, mais voilà. ça rentre dans le paysage, quoi. Les gens, ils disent, j'ai déjà vu ça. Ah bah oui, j'ai déjà entendu parler de l'Asdor. Ah bah oui, ça crédibilise vachement tout, quoi. 2 questions qui sont, on va dire, un peu plus négatives, mais on va aussi en parler. Est-ce qu'un prix peut avoir une conséquence négative à un moment donné sur une société? Est-ce qu'un petit éditeur qui reçoit un prix peut se faire déborder et se mettre en danger? Est-ce qu'un ticket édition peut prendre des risques avec Perfect World parce qu'il y a des enjeux en prod? Est-ce que sur des logiques de communication d'image, est-ce que l'obtention d'un prix l'enferme pas dans quelque chose qui peut avoir du mal à sortir? Voilà. Est-ce que vous avez un avis là-dessus sur le risque un petit peu de l'aspect négatif d'un prix, ou c'est que du bonheur? Moi, je suis pas éditeur, donc je sais pas. Je sais pas s'il y a des éditeurs qui ont reçu des prix et qui se disent « Oh mon Dieu, mais on va devoir faire vite des boîtes et en fait on n'a plus de sous et on va devoir sous-éditer parce que ça coûte trop cher maintenant le papier. » Je sais pas. Toutes ces notions-là, je sais pas. J'espère pas. J'espère que c'est que du plus et qu'au pire, ils ont tout vendu et du coup c'est génial pour eux. Par contre, ce que je trouve intéressant, c'est le côté est-ce que les gens vont s'enfermer dans ce jeu-là et ils vont avoir ce syndrome du « je veux pas me limiter à un succès, je veux que ma société d'édition, elle n'est pas fait qu'un succès, j'ai envie de prouver que j'ai d'autres jeux qui vont sortir, qui vont être bien, etc. » Est-ce que ça leur fout peut-être une pression de se dire oh, on a déjà gagné un prix, faut qu'on charbonne pour montrer qu'on en fait d'autres qui seront cool, etc. Je sais pas, après ça c'est des trucs... n'étant pas éditeur, je sais pas. Je sais que si j'étais éditeur, peut-être que je me foutrais un peu la pression de me dire ok, les gens m'ont fait confiance, faut pas que je les déçoive. Peut-être ça. Mais sinon, après, je pense pas que c'est des effets... C'est booster, en fait, finalement, c'est assez positif. La question est hyper intéressante, parce que je reprends l'exemple de Loot, qui, on va dire, est
pas du tout la suite d'Acropolis, mais je veux dire, dans la même, même gamme. même format, vraiment, ouais. on va dire même ambition, j'imagine, commerciale. Est-ce qu'à un moment donné, c'est une autre pression, elle est différente toi, est-ce que vous ressentez un peu ça, cette attente finalement, même si c'est pas Jules, hein, l'auteur de Loot, je crois. Non, Ouais, c'est Laurent Escoffier et Charles Chevalier. Ouais. Mais Est-ce que tu du ressens coup, un peu- qu'on aussi un peu- fait un peu d'autres de jeux qui pression. ont bien marché, tu vois. c'est pas Clairement, non plus, clairement, très beaux auteurs. Mais est-ce que c'est tu as pas un des- peu de pression, toi, chez Gigamic avec une sortie d'un jeu comme ça Honnêtement, pour passer après non, nous, on va pas Acropolis. en avoir aussi parce que Gigamic est pas basé. Par exemple, voilà, même si demain Acropolis s'arrêtait, Gigamic va pas faire faillite. Gigamic compte pas que sur ce jeu. Tu peux avoir ça des fois dans des sociétés qui ont des formats un peu différents. Par exemple, genre un Trafin, c'est vraiment Terraforming Mars qui est leur vache à lait, tu vois. Ils sortent aussi d'autres excellents jeux, mais c'est vraiment le gros des ventes, c'est sur ce jeu-là, tu vois. Et ils en ont sorti plein de déclinaisons. Tu peux avoir comme ça des sociétés qui vont vraiment avoir Une un locomotive, modèle. Repoprod, ça va être sur du Seven Wonders. Bon, ils n'ont pas que ça. Ils ont aussi d'autres jeux qui ont très bien marché. Mais voilà, où le modèle est quand même fort basé sur ce jeu-là. Et on dit, ah bah, tu sais, c'est la société qui a fait Terraforming Mars, c'est la société qui a fait Seven Wonders. Là où Gigamic, en fait, on n'a pas ça. On a quand même un catalogue qui est très étoffé. On a aussi plus de 30 ans d'existence. Bon, on est connu, par exemple, pour les jeux comme du Quarto, du Corridor, qui ont reçu énormément de prix également. ce qui prend, Mais, etc. En fait, vous aussi, voilà, vous avez des mais jeux qui ça sont va installés. pas- Oui. En fait, vous avez beaucoup de jeux qui sont installés C'est parce ça. que sur la durée, tu nous le disais, c'est des jeux qui ont 30, 20 ans. Ouais. Un Saboteur qui a une version Mais collector Quarto, qui qui est était le sortie premier jeu Gigamic, en fait. Tu et vois. qui se vend encore ultra Voilà. bien. Et qui est encore édité. On sort encore. Enfin, toi, comme un Corridor, par exemple, on va sortir la version Pac-Man, tu vois. Corridor qui arrivait quand même pas si longtemps que ça. Qui est très bien édité, qui est Ouais. vraiment Il est trop très beau. belle. Ouais, c'est Ouais, il est vraiment un beau. bel objet ludique. Ouais. Ben, Bravo. c'est ça. Et donc, du coup, je pense que des sociétés voilà, comme Gigamic qui sont pas basées que sur une gamme ou que sur un jeu en T'as particulier. moins de pression. Voilà, on va pas avoir cette pression-là, parce que de toute façon, oui, sur un catalogue sur une année, on va avoir d'autres très bons jeux, bon, je l'espère, et clairement, je pense que oui, sur cette année. Mais on va aussi avoir d'autres jeux qui vont moins bien marcher ou quoi, et puis après, bon... Après, oui, au niveau de la com, bah, ça peut... c'est pas tellement une pression, mais ça peut aussi aider. Peut-être qu'après, les gens ont peut-être plus d'attentes, mais... Bon, tout ça se mélange un petit peu, c'est pas... Ça, ouais, c'est vrai que c'est un truc intéressant. On le disait sur, par exemple, Acropolis et Loot, sur les traces de Marie Curie, sur les traces de Darwin. Ouais. C'est pas les mêmes jeux, c'est dans la même gamme, mais Ouais. du coup, bizarrement, les gens vont avoir une attente de j'aimais bien celui-là, je t'attends pour le suivant. Je sais pas, il y a ce truc-là de tu m'as séduit une première fois, j'espère que tu vas réitérer. Donc il y a ce petit truc un peu coquin où tu te dis bon, je le mets dans la même gamme, je vais profiter de l'inertie de son grand frère. Mais peut-être qu'aussi ça peut me desservir si les gens ils disent bon non mais ça n'a rien à voir. Oui ça n'a rien à voir parce que il est juste dans la même gamme. C'est pas le même jeu mais ça n'a rien à voir. Donc il y a ce truc là où tu peux créer un côté un peu déceptif. Mais globalement je pense qu'effectivement quand t'as pas mal de jeux qui sont plutôt chouettes à ton catalogue, tu te dis ça devrait bien se passer quoi. Puis T'as moins cette l'attente pression. va être là aussi, tu vois, Gigamic. Enfin voilà, les gens s'attendent aussi à une certaine qualité d'édition, aussi à des prix accessibles, aussi. On a vraiment notre gamme qui est basée surtout sur le jeu familial. Voilà, les gens vont avoir une attente comme ça sur la maison d'édition, certainement, mais voilà, encore une fois, par rapport à Acropolis, on sent pas non plus une pression. Au contraire, on est super contents, mais voilà, ça poursuit son cours. Et puis encore une fois, on a eu Dorf, on a eu La Colline aussi qui a été primée. Enfin, on a vraiment le catalogue. Elle se la pète ça un se- peu. Hein, mais bon, Ouais, t'as vu ça. Non, mais franchement, ça poursuit bien son cours. Maintenant, c'est sûr, si d'un coup, on n'a plus de prix pendant 5-6 ans, là, peut-être qu'on va dire, bon, les gars, on se réveille. Ouais. Mais bon, encore une fois, voilà, même si ça n'a pas forcément des prix, il y a aussi des fois des jeux qui ont des reconnaissances au niveau des boutiques parce que ils se vendent bien ou simplement ils restent dans le catalogue des années. Toi, quand tu as des jeux comme ça qui restent pendant 30 ans dans un catalogue, tu dis, OK. C'est un peu la classe, ouais. Mais je pense que, par rapport à ta question, oui, du coup, en fait, les prix, c'est que bénéfique. C'est juste après, les gens, comment ils vont l'appréhender. Ils vont se dire, bah, Acropolis, il avait gagné un prix, donc si Loot, il est dans la même gamme, ça va être pareil, etc. Je pense pas que les gens vont penser comme ça. Ils vont juste se dire, cool, il a eu un prix, bon, bah, du coup, je vais m'intéresser au suivant. Mais ils vont pas avoir cette attente de jugement, de j'espère que ce sera aussi bien, etc. C'est juste que ça participe à cette inertie-là de il a gagné un prix, c'est dans le même format, on vous fait confiance une deuxième fois, etc. Donc, Et puis après, ce qu'il faut se dire aussi, c'est que là, nous, on parle entre nous, on sait qui est Gigamic, on sait qui est un Trafin, Oui, on c'est sait qui est vrai. Repoprod, mais franchement, monsieur, madame, tout le monde, t'as aucune idée. C'est comme quand Bien t'achètes sûr. un bouquin,
Je sais pas chez qui c'est, À part peut-être un peu Actes un- Sud, parce que ouais, je vois que tous les ou, bouquins sont formatés pareil. Ou Mais à part Gallimard, ça, mais ouais, À part ça, aucune idée. ouais. Ou même quand tu regardes un film, enfin genre mon compagnon il sait la boîte de prod parce qu'il s'intéresse. Et moi j'en ai aucune idée. Toi, quand il y a le Je connais pas générique, il me toutes les fait boîtes de prod. ah c'est produit par eux, ah super. Donc, je fais, Oui, ça c'est Très un peu bien. marrant. C'est Ouah, ça va être génial. Il produit Ouais. super bien les films. Ok, d'accord. Alors, c'est une C'est- super transition, parce qu'on est allé, on va retourner à Cannes une dernière fois. Encore Non, pas une dernière fois, Oh. j'ai une bêtise. On va y aller encore Ah. 2 fois. Mais là, on est Oh. allé voir Antoine Prono, le Mhm. traducteur de Transudis, et qui a traduit La Familia. Et donc, pareil, sur ces métiers un peu invisibles, hein, qu'on connaît pas beaucoup, ou encore moins le grand public, on est allé lui demander ce que ça fait de recevoir un prix. Et on est à Cannes, au Festival international du jeu, et je suis avec Antoine Prono. Bonjour, Voilà. Un petit mot de présentation, qui tu es? je m'appelle Antoine Prono, j'ai créé mon entreprise de traduction spécialisée dans le jeu de société qui s'appelle Transludis en 2017 et depuis je travaille pour plusieurs éditeurs francophones principalement pour proposer en français les règles de jeu qu'ils veulent localiser sur le marché francophone. Alors justement, Charles Amir de Super Meeple a parlé de toi justement dans l'épisode 1 de Marketplace. Donc moi je suis ravi de t'accueillir aujourd'hui à Cannes. Alors c'est assez génial, on est vendredi et il s'est passé un truc assez dingue hier et je voudrais qu'on en parle ensemble. Avec plaisir, oui. Alors raconte-moi un peu ta soirée d'hier et on va peut-être annoncer pourquoi c'est toi qui es face caméra aujourd'hui. Donc hier il y avait la cérémonie de remise des As d'or et Super Meeple était nommé avec La Familia dans la catégorie expert. Et il se trouve que j'ai traduit ce jeu pour Super Meeple et il se trouve qu'il a gagné son As d'or expert. Donc c'était une très belle surprise pour nous. Parce que autant l'année dernière, c'est la deuxième année que ça se produit de suite, parce que l'année dernière, c'est Ark Nova qui avait gagné l'As d'or expert, que j'avais également traduit. Donc ça nous avait fait plaisir également, mais on s'y attendait un peu plus. Alors que pour La Familia, on doutait un petit peu de nos chances, sans être défaitiste, mais on s'était dit, on n'est pas à l'abri d'une belle surprise, et effectivement, c'était une belle surprise. Est-ce que ce prix pour toi en tant que, auteur, traducteur, ça a un impact? Déjà Ark Nova et aujourd'hui La Familia, est-ce que tu vois une différence Alors, dans ton métier? je pense que ça fait une belle carte de visite en fait. C'est-à-dire que je ne sais pas encore, je ne me rends pas forcément compte de l'impact, parce qu'on ne sait jamais si on a plus de demandes ou moins qu'avant. Mais ce qui est sûr, c'est que ça ouvre des portes. Le fait de dire que j'ai traduit Ark Nova, ça met les éditeurs en confiance. Ceux qui ne me connaissaient pas encore sont en confiance. Et le fait de renouveler ça sur un autre jeu sur La Familia, sur un autre jeu expert, renforce cette confiance, ça c'est certain. Et à titre personnel, humain, de se retrouver sur scène, ce qu'on t'avait monté avec Charles Amir, raconte-moi un peu ce moment-là où Alors c'est marrant parce que moi je ne suis pas habitué à être dans la lumière sur scène et Charles Amir a cette attention, il l'a eu l'année dernière, il l'a eu cette année, de remercier publiquement le traducteur et cette année de me faire venir sur scène avec lui. Ce que je n'avais pas prévu de faire au départ, c'est lui qui m'a dit non mais lève-toi, viens avec moi. Et donc oui, ça m'a fait plaisir parce que même si j'estime ma contribution modeste dans ce prix, c'est vrai que ça joue quand même un rôle. La qualité de la traduction joue certainement un rôle dans l'attribution d'un prix. Et je suis content que ce soit reconnu. Je me permets, mais en off, tu me racontais cette petite anecdote, ta vision de la traduction par rapport à l'opéra. Je veux bien que tu nous la racontes face caméra parce que je trouve ça assez juste. C'est une métaphore que j'aime bien utiliser, c'est que pour moi, un traducteur, c'est comme l'orchestre à l'opéra, c'est-à-dire l'orchestre à l'opéra, ils sont dans la fosse, on ne les voit pas. Ils font leur musique, mais ce n'est pas eux qu'on vient voir. C'est-à-dire que vous venez voir les comédiens, vous venez voir la pièce. Et si par contre, et vous attendez juste de l'orchestre qu'il fasse son travail, mais s'il fait une fausse note, vous allez l'entendre et vous allez tout de suite dire « Ah, l'orchestre, c'est n'importe quoi ». Et le traducteur, c'est un peu pareil. On attend de nous qu'on fasse un travail exemplaire. Et s'il y a une coquille, en général, on peut nous tomber dessus assez violemment. Ça arrive qu'il y ait
Et comme on disait en off, c'est souvent amplifié par les réseaux sociaux, ce qui n'est pas toujours facile à vivre. Et une dernière question pour ouvrir un petit peu le sujet sur l'avenir, parce qu'on avait parlé de localisation dans le premier épisode et on avance un peu dans Marketplace. Demain, ton métier, est-ce qu'il va changer? Est-ce que tu as une vision un petit peu prospective de ton métier? Il y a l'IA qui arrive doucement ou pas, enfin rapidement ou doucement. Voilà. Toi, comment tu sens un petit peu l'avenir de la traduction Pour ce qui concerne l'IA, pour l'instant, je ne suis pas plus inquiet que ça parce que je me rends compte que le milieu du jeu, c'est tellement spécifique, ça fait appel à des références culturelles, ça fait appel à des usages particuliers que pour l'instant, l'IA ne connaît pas. Alors peut-être qu'elle sera capable de les apprendre un jour, mais je ne me sens pas plus menacé que ça pour l'instant. Moi, je vois le milieu du jeu continuer à évoluer. Il y a beaucoup de jeux qui sortent chaque année, il y a beaucoup de demandes. Donc pour moi, la traduction est amenée à se professionnaliser de plus en plus parce que les joueurs sont de plus en plus exigeants et ils ont raison de l'être. Donc je vois plutôt le métier continuer de se développer. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été avec nous dans Spark & Play. Félicitations encore d'avoir travaillé 2 fois de suite gagnant. Merci. pour cet As d'or. Et puis on se retrouve tout de suite à Mulhouse. J'ai un petit jeu. J'essaie de toujours trouver un petit jeu pour faire une mini pause. Il est très simple. J'ai 4 objets que j'ai tirés de 4 boîtes. Alors, ça va être très simple parce que c'est 4 jeux gigamiques. Okay. Donc, Ariane. Ramasse les 4. Non, justement, je vais te proposer de ne pas forcément jouer parce que je me dis, imagine, elle trouve pas un des jeux à elle. Ça peut être à la fois pas mal. Regarde sa tête, elle est en train de te dire, c'est quoi ça? Je te propose, hein, je les ai filmés un peu avant. On va les incruster pour que tu vois, et je vais voir si tu arrives à les reconnaître les 4. Je pense qu'il y en a 3 qui sont pas très durs, il y en a un qui est vraiment compliqué. Oui, c'est celui-là qui me. Alors. Donc ça, c'est Galerapagos. Voilà, c'est assez simple. Je pense le plus facile. C'est la fameuse boule noire. C'est un jeu que je trouve facile à vendre parce que voilà, Koh-Lanta, jeu un peu de pute et vas-y, bon rapport qualité-prix. Ouais. Et petite le boîte, matos, c'est super chouette, c'est facile à pitcher, ça se joue à nombreux dans un bar à jeu, c'est très bien. Donc et puis brasser les boules, c'est très marrant quand tu tires la boule noire, c'est marrant. Ça, c'est vers l'infini, mais pas au-delà. Ouais, c'est ça. Ouais, que t'as dans le décor. Là. Ouais, j'ai piqué du décor. Hein. Ah, je vais pouvoir tricher. Non, justement. Très chouette, ça. Jeu de culture G où il faut aller plus loin. C'est souvent des réponses chiffrées. Il faut pas aller plus loin. Il faut pas aller au-delà. Il faut se rapprocher le plus possible de la réponse et puis en essayant d'embarquer des autres gens. Et puis matos sympa avec cette fusée que tu construis. Enfin, c'est une belle édition aussi. Et là, attends, je vais me souvenir quand même. Tu sais ça? Ça, c'est dans un jeu de cartes. Il y a des cartes. Il y a des cartes, c'est vrai. Ça, c'est pas si compliqué que ça. C'est assez nouveau. C'est-à-dire que si ça te fait penser à un type de jeu, tu trouveras facilement. Il y en a eu plusieurs. Je vois. Non, mais je voyais une boîte métal, je sais pas pourquoi avec ça, mais je confonds avec Papayou, mais ça n'a rien à voir parce que c'est des couleurs. Dans quel type de jeu on a ce type de dé? Dans quel type de jeu on a, eh bien, je sais pas, un Aligali ou un truc comme ça? Non, non, il y a une cloche là-dedans. Ça n'a rien à voir. Est-ce que je peux avoir des indices? Un vrai indice, c'est qu'on est plutôt dans l'univers du jeu de rôle. Ah, c'est Critical. Ouais, mais pardon. Critical, ouais. Mais bien sûr. Oui, voilà. Oui, c'est Critical. Ouais. Vous coupez le moment où je trouve pas. Bien sûr. Et ça, c'est dur. Ça, c'est dur. Ouais. C'est un jeu. Boîte. Ouais, ça a quand même. Il est. Ça a bien 5-6 ans, je suis c'est galère, c'est Pau, bien sûr. Petit jeu de Rainer Knizia. Incroyable Knizia. Ouais. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas les jeux de Knizia, Picomino par exemple, chez Gigamic, qui est incroyable. Hit aussi, je crois que j'aime bien. Hit. Oh là là, je vois même plus ce que c'est, Hit, dis donc. J'ai joué il n'y a pas longtemps. Ok. En vrai, tu peux citer un nom au hasard, globalement, c'est peut-être lui qui l'a fait. Ouais, c'est clair. Donc tu prends pas trop de risques. Le catalan allemand. Ouais, il a fait énormément de jeux qui sont super. Et j'étais pas mal, non? Non, c'était nul. J'ai fait 2 sur 4, c'est pas ouf. On va terminer, on va encore avancer. Et la dernière partie, et là,
je voulais terminer là-dessus sur la dimension un peu plus humaine d'un prix. On l'a rapidement évoqué, en fait, il y a un auteur souvent ou des auteurs derrière un jeu. Mais je voulais savoir un petit peu, à titre personnel, toi, tu étais, je crois, à Cannes l'année dernière quand Acropolis gagne. Je ne sais même pas si tu es monté sur scène ou pas. Non, mais j'ai à un moment donné. Tu n'étais pas déguisé, tu n'avais pas le droit. Mais à un moment donné, à titre personnel, qu'est-ce qu'on ressent voilà, qu'est-ce que ça fait? Quelle émotion, cette obtention de prix, voilà, comment. Raconte-nous un peu ce moment-là où on dit Acropolis, même si on s'y attendait un peu. Ouais, mais bon. Y a vraiment le côté cohésion d'équipe, comme ça, que nous, on a beaucoup ressenti, parce que, comme on disait juste avant, voilà, un jeu, c'est vraiment à différents niveaux, différents niveaux qui ont permis qu'il ait l'As d'or, tu vois. Donc, on a du coup tous fêté ça ensemble, et c'était très chouette. Aussi, on a aussi fêté ça avec Jules, etc. Vraiment avec tous les gens qui étaient dans ce processus. Il y avait même des gens de l'entrepôt qui étaient avec nous pour le fêter. Enfin, tu vois, on a vraiment, on a pu regrouper toute l'équipe. Après, ce qui était un peu spécial, c'est que moi, j'étais dans la salle avec les Gugus déguisés, mais l'autre partie de l'équipe, enfin, les 90% de l'équipe était vraiment à l'hôtel. 90%. Ouais, t'as vu, c'est ma petite dédicace. Était à l'hôtel, parce qu'on a un hôtel, nous, qu'on privatise pour Cannes, parce que c'est plus simple, on prend toutes les chambres. Et elle se la pète encore, hein. T'as vu, c'est terrible quand même, 2 fois. Ouais, bon, c'est pas non plus le Hilton, et du coup, les collègues étaient restés plutôt à l'hôtel, plutôt que d'être dans la salle et un peu éparpillés. Ils s'étaient dit, tiens, on va rester dans l'hôtel aussi avec tous les animateurs. Parce qu'il y a aussi ça, tu vois, c'est aussi des gens, ça, qui sont pas employés chez nous, mais c'est toujours un peu les mêmes animateurs qui tournent et qui nous permettent aussi de booster les gens au festival et tout ça. Il y en a qui se déguisent, il y a plein de choses qui sont faites. Et du coup, ils ont tous fêté ça à l'hôtel. Ils avaient mis une toute petite télé où ils voyaient pas grand-chose, ils n'entendaient rien. Mais ça a permis vraiment de fêter ça tous ensemble. Puis nous, après, on les a rejoints après coup. On a tous fait un repas d'équipe dans un grand resto. Enfin, c'était vraiment... C'était super chouette. Et puis après, du coup, en revenant, parce que tout le monde n'était pas non plus à Cannes de l'équipe, déjà, eux, de leur côté, avaient pu voir la retransmission de l'émission. Donc, tu avais aussi une émulation collective comme ça. Et t'as senti quelque chose, les quelques jours après, on parlait des métiers dans l'entrepôt, d'achat, ces gens un peu invisibles finalement, mais qui sont vraiment partie prenante dans un succès d'un jeu. Est-ce que tu sentais cette fierté aussi chez eux? Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui... J'ai dit gouline, je sais pas si c'est le bon mot, mais toi, les auteurs, qui transpirent et J'imagine que ça doit faire hyper plaisir. Moi, j'ai eu une expérience à Cannes justement parce que Philibert, on a une maison d'édition qui s'appelle Barbuvink, et à Cannes, chaque année, il y a un prix qui est donné aux jeux de rôle, qui s'appelle le Graal d'Or. Et cette année, on l'a gagné. Et donc du coup, moi j'étais là et j'ai presque pas participé au projet derrière Barbuvink. J'ai un petit peu participé à ma sauce parce que je gravitais et je regardais. Donc j'ai représenté Barbuvink. Et moi j'ai eu un petit peu envie de pleurer déjà. J'étais tout ému. Et il y a une espèce de reconnaissance. Comme tu disais, le côté humain, c'est ça qui est trop cool. C'est que, comme tu le disais, c'est une famille qui gagne. C'est plein de gens qui ont participé à ce truc-là, fini. Donc il y a plein de gens derrière un projet. Et c'est hyper émouvant de se dire que les gens se sont mis d'accord pour dire franchement, c'est trop bien. Franchement, c'est bien, on s'est amusé, c'est chouette ce que vous avez fait, parce que le but d'un jeu, faut pas l'oublier, hein, c'est pour s'amuser, c'est vraiment du ludique pur et dur, on s'amuse, on se retrouve, on partage un moment ensemble, etc. Et c'est mission réussie. Donc en fait, quand ils te donnent un prix, c'est vraiment pour te dire, bravo, vous avez réussi. Et merci, en fait. C'est un beau merci. Moi, j'avais des petits frissons partout, et j'imagine que pour tout le monde, en fait, tout le monde à son échelle, alors peut-être l'auteur ou l'autrice, l'illustrateur, l'illustratrice, peut-être qu'ils ont un truc encore plus de fierté parce que c'est un jeu qu'ils ont fait, qui est parti de rien et qui est devenu ce que c'est. Mais j'imagine que toutes les personnes qui sont impliquées, même à la plus petite échelle, que tu disais, même ceux qui l'ont animé une fois sur une table, en fait, ils ont un côté, c'est hyper valorisant, quoi. Donc, puis en plus, c'est des produits qui perdurent. Par exemple, c'est pas genre comme la comparaison qu'on a avec le cinéma, où ça va rester en salle peut-être 1 mois, 2 mois, puis ensuite, ça va un petit peu finir sa vie. Enfin, ça va avoir d'autres vies à la télé ou quoi. Mais là où un jeu, mes collègues commerciaux, ils vont encore le vendre aux boutiques, ils vont encore le mettre dans les commandes. Nous, au niveau de la com, on peut aussi, ça va nous permettre aussi, d'appuyer genre des jeux comme nous qui vont sortir, qui sont dans la même gamme. Enfin, tu vois, l'entrepôt va encore en expédier, les achats, ils vont se dire, tu vois, aussi Acropolis, moi, j'ai
une des toutes premières boîtes du tout premier print qui n'était pas très important, ben mon dos de boîte d'Acropolis n'est pas comme les autres boîtes qui se vendent actuellement, tu vois. Et c'est rigolo. Donc le jeu a vraiment une vie aussi qui se poursuit et qui va être un peu déformée. Il va y avoir le logo Asdor. Moi, pareil, sur ma boîte, je l'ai pas. Toi, tu l'as pas non plus. Enfin, voilà. Mais tu vois, toutes les boîtes vont pas être identiques. Enfin, va vraiment y avoir un truc où le produit continue de vivre, continue à se vendre. Tu vas pas forcément avoir ça dans tous les secteurs. Et effectivement, tu vas aussi, que tu retrouves pas dans tous les secteurs, tu vas aussi avoir ce côté où tout le monde va être concerné, même si c'est à des plus petites échelles, tu vois. Parce que, moi, avant, ça, je venais du milieu de la pub, tu vois. Quand on gagnait des prix, j'ai gagné des prix dans le milieu de la pub. Mais toi, par exemple, je vais dire plus volontiers, j'ai gagné des prix. Parce que, en fait, ça va être des équipes assez réduites qui auront participé à la campagne. Genre, moi, en tant que directrice artistique, j'étais forcément la seule directrice artistique sur un projet. Tu vois que là, en fait, on va tous être un peu inclus. Bien sûr, il va y avoir un chargé de projet qui aura plus pris en charge le projet, mais les autres auront été là avec lui pour tester le proto, pour le guider. Tous les commerciaux vont aller vendre ce produit-là. Tu as vraiment un côté où ça touche plus toute l'entreprise. Ça va pas être juste sur le CV de 2 personnes comme ça peut l'être pour d'autres prix. Là, ça va vraiment être la carte de visite de tout le monde. Donc, tu as ce côté qui est quand même beaucoup plus stimulant. Puis tu as aussi le petit côté où tu peux te dire « Ah, j'avais parié sur ce jeu. » Tu vois, les commerciaux vont peut-être avoir un petit peu ça. Ils vont dire « Ah, moi, je l'avais bien poussé en boutique. » C'est exactement ce que je voulais te demander. On se connaît depuis quelques années maintenant et je te vois beaucoup dans l'univers du jeu. Tu es quelqu'un de très apprécié, que tu connais énormément de monde, voire, pour pas dire tout le monde, en tout cas. Non, mais tu es devenu en quelques années un vrai acteur du monde ludique. Donc, à un moment donné, tu as des affinités régulières. Est-ce qu'à un moment donné, tu es plus ou moins touché par des gens qui gagnent un prix? Je te demande pas de dire lui je l'aime pas. mais je dirais à un moment donné, comment, à titre vraiment personnel, est-ce que tu as, je sais pas, une anecdote sur vraiment un jeu auquel tu as cru particulièrement, où tu as été content, gagner ou pas gagner le prix, toi, mais vraiment sur des succès, prix ou pas prix, est-ce que... C'est vrai que maintenant, ça va faire 10 ans que je fais des interviews, donc j'ai eu la chance de rencontrer plein d'acteurs du monde ludique à plein d'échelles différentes. Ça peut être des commerciaux, des éditeurs, des illustrateurs, illustratrices, éditeurs, éditrices, créateurs, créatrices de jeux. J'ai croisé plein de gens. Mais après, je crois que j'ai vraiment un pif nul. Parce que tous les jeux que j'aime bien, c'est très rare qu'ils gagnent un prix. Parce que peut-être qu'aussi j'aime des jeux qui sont particuliers à moi, à ma sensibilité. Donc je pense que je suis vraiment nul pour trouver... mais par contre, je suis ultra content. Par exemple, là, cette année, Faraway qui a remporté un prix. Je connais Corentin Lebras, je l'aime beaucoup, donc je suis très content pour lui et j'ai eu la chance de pouvoir aussi le voir quand il avait gagné le prix. Donc j'étais très content. Et encore une fois, j'ai pas du tout du nez parce que Faraway, je suis nul, j'aime pas trop, mais j'ai conscience que c'est un super jeu. Et pour le coup, je suis hyper content pour lui. Enfin, vraiment, ça me fait vachement plaisir. Et pour tout, on parle de Trio aussi. Trio, j'étais super content. Mathieu Despnous, c'est un super gars. Toute l'équipe qu'il y a derrière Cocktail Games, c'est des super gens. Donc t'es ultra content, parce que pour l'anecdote aussi, c'était la 10e fois qu'il était nommé et il gagne encore. Donc il y avait tout ce lore autour. Bah oui, c'est le Leonardo DiCaprio du jeu de société. Enfin, vraiment, en plus beau en plus. Donc non, mais vraiment le projet... tout le monde se lève en fait dans la salle quand Trio gagne parce que tu dis ah Mathieu ça y est tu l'as, il y a un truc un peu solennel hyper agréable dans le cœur, t'as le cœur tout chaud, t'es trop content en fait que des gens remportent des prix. D'une manière générale, même les éditeurs, on sait que quand Gigamic gagne avec Acropolis, on te connaît, on connaît toutes les personnes qui sont derrière, on a passé du temps avec vous, donc forcément on se dit trop bien, tu vois, on est content pour vous. Donc moi, je suis toujours content. De toute façon, un prix, ça fait toujours plaisir. Donc, à partir du moment où les gens gagnent des prix, je suis content pour eux. Du bonheur. Bah oui, c'est trop bien. On va aller une dernière fois à Cannes pour le dernier reportage de l'émission. Et je te remercie, Ariane, parce que grâce à toi, on a pu interviewer Jules Messot. Il nous a raconté en quelques minutes un peu la sensation, est-ce que ça a changé ou pas. Un As d'or pour finalement un jeune auteur. C'est pas un jeune du milieu du jeu, mais c'était quand même un jeune auteur à l'époque. Donc voilà, on retrouve Jules à Cannes. Et donc, comme promis, on est à Cannes, au Festival du jeu. On est avec Jules Messot, salut, auteur de Acropolis. On va en parler un petit peu. Yes. En 2 mots, tu peux te présenter un peu ton parcours. Je trouve qu'il est hyper intéressant. Donc actuellement, je suis auteur à temps plein de jeux de société. Et avant, j'étais directeur artistique chez All Chap, qui fait aussi des jeux de société.
Et avant ça, j'étais architecte. Donc j'ai eu plusieurs étapes. Ouais, architecte et auteur de jeu, c'est pas loin de la même chose, non? Alors, Il y a des vraies passerelles. il y a- je suis complètement d'accord avec toi, mais il y a beaucoup de gens qui ne s'en rendent pas compte et qui trouvent ça bizarre. Mais en fait, le lien que je fais, c'est que quand tu fais des bâtiments pour d'autres, bah, c'est pas toi qui vas les utiliser. Et il faut que ce soit ergonomique, agréable, esthétique. Mais en fait, comment ça va être vécu, t'en sais rien, tu ne seras pas dedans. Et un jeu, c'est la même chose. Tu crées une expérience de jeu, mais tu ne sais pas, les gens, quand ils vont y jouer chez eux, comment ce sera. Et il faut que ce soit ergonomique, il faut que ce soit esthétique. Et aussi tous les différents outils graphiques, etc., que j'ai appris pendant mes études et mon boulot, en fait, c'est les mêmes que j'utilise aujourd'hui. Donc, pour moi, le lien, il était évident. Donc, c'est marrant si J'ai pas dit une pour connerie. toi aussi. Alors, on est jeudi, il est 14h30 et on est à Cannes et ce soir, il y a l'As d'Or. Oui. Je pense que ça te rappelle quelques souvenirs. J'étais moins détendu l'année dernière. Mais tu disais, cette année, c'est une année Ouais. un peu plus cool pour ça en tout cas. Moi, on a tous la question, c'est est-ce qu'il y a un avant et un après As d'Or quand tu es auteur de jeu et que tu le reçois, ce fameux prix? Oui, parce que c'est un peu quelque chose que tu vises, c'est quelque chose qui a l'air inaccessible, en tout cas l'As d'Or, ça récompense des jeux qui sont reconnus pour être familiaux, pour parler à un grand public. Et moi, c'est ce que j'essaye de faire dans les jeux que je développe, des jeux qui restent malins mais qui peuvent s'adresser à tous. Et donc c'est vraiment quelque chose qui me touche, les sélections de l'As d'Or. Pour moi, c'était très très conséquent d'être nommé, d'être récompensé, d'être au moins que le jeu soit regardé par le jury de l'As d'Or. Et donc, dans le développement de mon travail, c'était quelque chose que je ne pensais pas pouvoir atteindre et donc c'était très très marquant. Après, sur est-ce que ça change quelque chose dans mes relations aux autres auteurs, aux autres éditeurs, avant-après, j'ai l'impression que absolument pas, mais parce que, comme on parlait tout à l'heure de mon parcours, avant j'étais déjà éditeur et donc les autres, tous mes concurrents qui sont en fait la plupart des amis, bah, c'est déjà des gens que je connaissais très bien, donc ça ne m'a pas donné plus de visibilité auprès d'eux. Peut-être que je ne me rends pas compte, mais qu'on a plus d'attention pour mon travail, mais j'ai l'impression que ça n'a rien changé, que j'ai pas plus de rendez-vous qu'avant, j'ai pas plus de sollicitations. La question qui tue, mais est-ce que d'un point de vue un peu plus économique ou business, est-ce que ça crée une différence? Oui. Ce côté un peu bankable, j'aime pas trop le mot, mais est-ce que dans tes relations d'aujourd'hui avec tes contrats d'auteur, d'éditeur, est-ce que tu vois une différence? Est-ce que le fait d'avoir un As d'Or un jour permet de te vendre plus cher, d'avoir de meilleures rémunérations? Est-ce que ça a un impact un peu sur ton économie à toi? Peut-être qu'il faudrait, si j'étais bon négociant et plus malin, mais je ne me rends pas compte, j'ai l'impression que ça ne change rien. Peut-être que oui, effectivement, j'ose plus négocier qu'avant, parce que ce n'est pas du tout mon style de négocier quoi que ce soit. Mais je ne le fais pas par rapport à l'As d'Or, je le fais parce que je commence à être un auteur qui a plus d'expérience et j'ai plus de références dans quels peuvent être les différents contrats. Donc je peux défendre des choses que je pense justes, mais ça ne va pas être bankable, parce que j'ai eu un As d'Or. Ça a du sens. Et au niveau international, parce que l'As d'Or est un prix français, est-ce que tu sens que ça t'ouvre des portes au-delà de la France? Est-ce que ça a permis plus de choses au niveau international, européen, voire plus loin? Pareil, je n'ai pas pu me rendre compte parce que je travaille qu'avec des maisons d'édition françaises, parce qu'en France, on a la chance d'avoir énormément de maisons d'édition qui arrivent à avoir un rayonnement international. Et donc, je ne suis pas allé me frotter pour aller voir dans des langues que je maîtrise très mal d'autres pays. Par exemple, à Essen, le festival en Allemagne, je ne suis pas allé prendre de rendez-vous pour présenter mes jeux parce que j'ai vraiment ce que je cherche en France. Et la plupart, c'est des gens que je connais très bien. Donc, je suis content de bosser avec eux. C'est aussi des relations amicales. Donc, je ne suis pas allé voir ça. Peut-être que l'As d'Or, ce serait une porte d'entrée, mais ça, j'en sais rien. J'ai une dernière question. Alors, tu en as un petit peu parlé déjà, mais je voudrais revenir et terminer là-dessus, sur cette dimension humaine en tant qu'homme et
on est au Palais des Festivals, donc à cette dimension, je suis obligé de comparer avec le monde artistique, culturel. Qu'est-ce que ça fait de gagner ce prix? Tu l'as un petit peu dit, mais est-ce que ça change quelque chose intérieurement? Est-ce que ça touche un petit peu à ta conception de la façon dont on fait les jeux? Est-ce que ça accélère un petit peu ton expérience? Voilà. Quel impact sur toi en tant qu'individu, en tant que personne, en tant qu'homme, ça a pu avoir ce prix pour toi en tant qu'auteur? Ça en a beaucoup parce que tu as beaucoup plus confiance en ce que tu fais. Tous, on essaye de faire le meilleur, mais on a peu de repères pour voir à quel point ce qu'on fait est bien. Et quand ton travail est validé par ce genre de récompense, tu te dis mince, en fait peut-être que j'étais sur la bonne voie, peut-être que mes idées, elles étaient en raccord avec ce qu'attend le public. Donc ça, donner confiance, c'est hyper important parce que oui, tu peux avancer plus facilement dans tes itérations de projet. Énormément de plaisir, de fierté personnelle aussi, mais ça n'a pas changé la phase de ma vie. Par contre, ce qui a changé, c'est que le succès commercial de l'Acropolis, et je pense qu'il est aidé par l'Asdor, mais je n'ai pas de visibilité parce que déjà avant l'Asdor, c'était en train de bien se lancer. Il y avait l'Asdor, ça a continué. Mais ce succès commercial, moi, ça me permet d'avoir assez de revenus pour aujourd'hui, à plein temps, avoir un exercice d'auteur de jeux de société. Et ça a complètement changé ma vie parce qu'avant, j'étais salarié sur la direction artistique. Je suis encore plus épanoui et heureux de ce travail de recherche, de création de jeux. Donc ça m'a permis de vivre ce rêve-là. Donc ça, c'est conséquent. Voilà. Merci beaucoup pour ton plaisir. temps. Et puis, à tout de suite pour la suite de Marketplay. Merci. Retour en Alsace à Mulhouse. On va terminer quelques minutes l'émission. On a, en tout cas pour moi, quasiment tout abordé ce que je voulais aborder. Est-ce qu'on a oublié quelque chose sur ces fameux prix ludiques? Je crois pas. Je crois qu'on a fait le tour. On a fait un bon tour. Bah, après, comme tu disais, on peut pas citer tous les prix. Il y en a plein. Donc, un conseil, c'est regarder les prix qui vous intéressent en fait. Si des fois il y a des prix qui sont pas faits pour vous, donc c'est pas grave, vous y intéressez pas. Et moi, juste parler de les gens des fois qui vont critiquer des prix, qui vont dire mince ça, j'aurais préféré ça, etc. Bah du coup tant mieux. Ça veut dire que toi déjà t'as un bon avis, etc. Et en fait ce prix peut-être qu'il t'est pas destiné, c'est pour quelqu'un d'autre. Donc n'hésitez pas à regarder s'il y a des prix qui vous intéressent sur internet. Il y en a vachement plein. Et donc il y a forcément un truc qui devrait vous plaire. Donc voilà, de manière globale, c'est plus ça sur les prix. Les prix, c'est bien. Et les gagner, c'est mieux. Et les gagner, c'est cool, ouais, clairement. C'est que le deuxième numéro de Marketplay, mais on a pour habitude... c'est déjà une habitude, hein. C'est une habitude de faire une petite revue de presse. Et je remercie mon ami Guillaume, qui est dans la salle, qui me prépare avec amour et professionnalisme, détermination, quelques infos ludiques du thème. Donc on est le 5 mars, on enregistre le 5 mars, je pense qu'on diffusera d'ici une dizaine de jours, mi-mars, mais on ne peut pas parler aujourd'hui d'Altered. Qui vient de lancer une campagne Kickstarter incroyable. Qui s'est terminée. C'est terminé. Alors j'ai les chiffres, merci Guillaume, je crois qu'on est à plus de 6 millions d'euros backés pour un projet français, 15 000 personnes qui ont fait, dont moi. Non mais j'aime le bonhomme, enfin, je trouve que son parcours il est juste... Régis Bonset. Ouais, je trouve que incroyable monsieur. Tout ce qu'il a fait depuis le début, c'est super. Est-ce que, alors c'est pas le Kickstarter qui peut changer, mais est-ce que ce type de projet peut changer un peu la donne demain dans la distribution du jeu, parce que là on atteint quand même des niveaux, je parle pour la France en tout cas, vraiment particuliers. Est-ce que vous, par exemple avec Philibert, vous regardez ça d'un œil intéressé parce que vous savez que vous profiterez de ça, ou est-ce qu'il y a ce petit dit merde, finalement, c'est 6 millions d'euros, on ne touchera pas toute une partie. Enfin, non, c'est plutôt positif, quoi. Pas du tout. En fait, Kickstarter maintenant est vachement perçu comme une espèce de précommande. Il y a beaucoup de gens qui, parce que Kickstarter à la base c'était viens, je te donne un peu de sous pour que ton projet existe. C'est plus vraiment ça maintenant dans la philosophie, c'est plus je précommande mon truc. Nous, on a dû forcément réagir à ça en se disant oh mon Dieu, mais en fait, on va peut-être perdre des gens, etc. En fait, maintenant, on propose, par exemple pour Altered, c'est un super bon exemple, on va proposer des versions Kickstarter Altered. Pourquoi ? Parce que maintenant, sur Kickstarter, il y a des propositions pour les boutiques. Donc nous, mais aussi d'autres boutiques, en fait, vont pouvoir faire des pledges boutiques où ils vont pouvoir avoir des exemplaires qu'ils pourront ensuite vendre en retail, enfin dans leur commerce. Donc, ils se sont adaptés à ça, ils se sont adaptés aux boutiques, etc.
Je pense que Kickstarter, c'est encore une fois, c'est une espèce de réseau social de jeux de société qui va promouvoir du jeu, qui va avoir une dimension plus internationale. Donc du coup, c'est chouette en fait pour lancer un jeu, surtout sur des projets comme ça, qui sont assez ambitieux. Parce que Altered, c'est un jeu de cartes à collectionner français, avec des QR codes, avec un système de bataille. C'est un peu jeu de société en affrontement. Enfin, c'est assez innovant en fait comme principe. Et c'est des boosters, etc. Donc il y a vraiment un gros projet derrière. Donc non, moi je trouve que faut juste s'adapter, quoi. Faut juste s'adapter. En tant que boutique, faut s'adapter. C'est des outils que les gens aiment bien utiliser. Il y a plein de gens qui utilisent Kickstarter, tu vois, toi le premier. Donc en fait, faut pas dire, ah, on va moins me vendre à cause de Kickstarter. C'est pas ça. Il faut réagir à ça en se disant, bon, bah, comment on peut faire pour que des gens qui ont peut-être loupé un Kickstarter, tiens, bah, nous, on va avoir une personne chez nous qui va regarder les Kickstarter, qui va commander des jeux, et qui va pouvoir ensuite les proposer sur notre site pour les personnes qui n'ont pas vu la campagne ou qui découvrent le jeu sur le tard, etc. Donc toujours de se dire que faut profiter en fait de ça et pas taper dessus en disant c'est de ta faute si j'en vends moins, machin. Non, c'est pas ça. Je pense qu'il faut le faire en bonne intelligence en se disant ok, trop cool, il y a une visibilité, il y a des gens qui sont intéressés, 6 millions, je pense que les gens aiment bien ce jeu, donc nous aussi ça nous donne des curseurs et des indices pour derrière après le proposer sur notre boutique. Donc non, faut vraiment profiter positivement, quoi. Juste cartes à collectionner, pas encore dans les gammes, je crois, chez Gigamic, non? Vous n'avez pas de... Non. Moi, j'avoue que c'est moins notre, c'est moins ton notre dada. modèle. Oui, personnellement aussi, mais aussi d'un point de vue Gigamic, on est moins... Après, se lancer dans le jeu de cartes à collectionner, c'est très ambitieux, hein, parce qu'il y a des marchés très installés, notamment Pokémon, Magic, Yu-Gi-Oh, qui étaient vraiment les trois mastodontes. Il y a beaucoup de choses qui gravitent autour, des Flesh and Blood, des One Piece, des Dragon Ball. En vrai, il y a pas mal de choses. Il y a Lorcana qui est arrivé pour Disney. Il y a Alter, des Star Wars Unlimited qui arrivent, qui sont deux gros TCG. Tout le monde veut se lancer dans le TCG, donc ça prend une ampleur, genre waouh, mais enfin, c'est incroyable, il y a plein de trucs qui arrivent. Et il y a beaucoup de gens qui sont lancés dans le TCG et qui se sont cassés la figure parce que c'est dur, hein. Le monde du TCG, c'est vraiment compliqué, c'est des enjeux financiers, je pense, complètement différents. Donc moi, j'adorerais que vous fassiez un TCG, bien sûr, mais effectivement, j'imagine que c'est vraiment une autre marche à suivre, quoi. C'est un autre travail. Deuxième sujet, peut-être un peu moins sympa celui-là, mais on voit une vague de restructuration, un peu de transformation chez certains distributeurs, éditeurs. On pense notamment avec Asmodée dans le groupe Embraer, où on a vu ABBA, la filiale française, qui a malheureusement dû fermer et s'est fait rapatrier depuis l'Allemagne, alors qu'on a quand même un marché du jeu qui est porteur et dynamique. Est-ce que les quelques soubresauts qu'on peut avoir chez les tout gros, voilà, est-ce que ça peut avoir à court terme un petit impact sur notre monde un peu bisounours du jeu de société où tout le monde il est beau, il est content? Ça va dépendre. En fait, c'est ce que tu disais aussi avant. Je pense que beaucoup de gens s'en fichent un peu de savoir qui a racheté qui, etc. Ils s'en rendent pas compte. Par exemple, Studio H que vous distribuez, plein de gens ne le savent pas. Et puis c'est pas grave. Et effectivement, après, il y a des trucs qui sont un peu plus tristes. Quand tu sais qu'à bas, t'as plus de 50 personnes. Ouais, 50 personnes. Guillaume m'a donné les chiffres, une cinquantaine de personnes. Voilà, où ça, c'est trop triste parce qu'en plus, à bas, ça faisait vraiment partie du paysage ludique. Donc ça, c'est vraiment dommage. On ne sait pas après comment ça va se transformer. Oui, ça a un impact parce que nous, on était habitués à leur boîte jaune. Donc c'est triste de voir ça. Après, sur l'impact à plus large échelle, je sais pas en fait. Encore une fois, c'est ce marché qui évolue tout le temps. Il y a des rachats, il y a des gens qui sont distribués quelque part, et puis il y a des jeux des fois, je pense que dans l'édition, des fois il y a des maisons d'édition qui sont plus petits, qui avaient des super jeux, mais finalement qui n'arrivent plus à s'en sortir, et du coup, grâce à des éditeurs un peu avec déjà un beau catalogue, vous pouvoir récupérer des licences, ou des petits éditeurs aussi qui sont... Oui, c'est ça, nous on fait de la diffusion, toi, sur plein de petites choses, tant à voir, ça va être des éditeurs, mais des fois c'est juste des gens comme toi et moi, qui ont une idée d'un jeu pendant le confinement ou quoi, et qui n'ont pas vraiment les moyens de le sortir, qui soit n'ont pas les compétences, parce que par exemple, toi, je pense... Tu parlerais pas des gens de Clermont-Ferrand? Ouais, genre à Focult, mais c'est un super exemple, tu vois. C'est un couple, c'est des architectes, ils ont une super idée pendant le confinement, ils faisaient jouer les potes et tout ça, et puis ils sont arrivés en se disant, au début, ils ont produit eux-mêmes, ils ont fait ça un petit peu, c'était pas Kickstarter, mais c'était aussi comme ça des campagnes de financement participatif, ils ont fait tout un truc, on les a repérés, et voilà, on les aide aussi à distribuer dans des grandes surfaces, dans des magasins, puis aussi avoir
tout le côté gigamique qui entoure, donc au niveau de la com, au niveau... Enfin, toi, vraiment, tous les secteurs vont les aider, les graphistes vont les aider à faire des super badges pour les festivals, enfin, toi, on va aider à tout point de vue. Donc, effectivement, tu vois, tu as des choses peut-être qui se désagrègent un petit peu ou qui sont plus compliquées, mais d'un autre côté, tu as plein de petits éditeurs qui vont surgir. Et puis, après, effectivement, tu as aussi cette tendance où les éditeurs vont se grouper. Quoi, toi, nous, on a été groupé avec Hachette encore assez récemment. Maintenant, on a la chance où vraiment, dans le groupement Hachette, en fait, chaque maison d'édition a vraiment la chance de pouvoir garder son identité propre. Déjà, d'un point de vue localisation, on n'est pas du tout proche du centre d'Hachette. On est dans le nord de la France. On est à plusieurs heures de route et on nous laisse vraiment faire notre vie de notre côté. On a la même chose avec Asmodée. Nous aussi, oui, on fait partie du groupe Asmodée, Embrasseur. Et c'est exactement pareil. On garde notre ligne directrice. Et pour vous avez le droit d'être côte à côte aujourd'hui, oui. On a tout à fait le droit. Mais c'est ça qui est chouette. C'est ça qui est cool, c'est que on se rend compte quand on fait des mises en avant, etc. On va pas mettre en avant parce que moi je fais partie d'Asmodée, je vais pas parler de jeux de Gigamic. Non, en fait, on s'en fout. Et puis pour plein de gens, on s'en fout quoi. C'est beaucoup des histoires de sous et de. Enfin, après, j'en sais rien. Je pense qu'il y a plein de choses qui, en tout cas, n'intéressent pas les gens qui finalement achètent des jeux. Voilà. T'as ça dans tous les milieux, t'as des rachats, oui, des machins. Après, ça permet aussi de permettre à des petites structures, des fois, de continuer à exister, parce qu'elles sont portées vers des choses plus grandes. Tu vois, même un studio H, ils sont pas 10 000, un Story War French, ça va être le même genre de modèle. Ben voilà, nous, on leur fait vraiment toute la partie distribution, toute la partie commerce, etc. Et après, c'est chouette, tu vois. Voilà. Bon, il peut y avoir plein de points de vue, mais nous, c'est vrai que même nous, en interne, c'est pas quelque chose qu'on sent trop. Tu vois, donc et Philibert, on a même Board Game Arena dont on parlait, ils sont aussi sous Asmo. Oui, c'est vrai. Pareil, on développe des jeux avec eux, en ce moment on est en train de développer Loot avec eux, tu vois. Et, cool, je pourrais essayer. J'adore. Je vous remercie vraiment pour ce temps de parole et d'échange, c'était encore une fois très intéressant. On est ravis de ce format Marketplace, de vous accueillir à Mulhouse. La prochaine date, elle est déjà connue. On aura la chance de faire venir Martin. On a réussi à le faire sortir du chalet et de le faire venir en Alsace. Donc, on est ravis de pouvoir l'avoir. On fera ça courant avril. Et on aura aussi Fabien Gridel, on fera une thématique auteur. Je trouve que Martin, à force d'accueillir les auteurs, a vraiment pas mal de choses à nous raconter sur ce qu'est un auteur ou une autrice en France, comment ça marche, combien ils sont payés, etc. On parlera un peu argent. Donc ça, on le fait en avril. Puis on a encore 2-3 thèmes d'émissions. L'émission Invisible, je pense qu'Antoine Prono, j'ai trouvé hyper intéressant comme garçon, ce traducteur. Donc on essaiera de le faire venir aussi en Alsace. Et j'ai Simon Dupaston qui m'a plutôt dit oui. On devrait faire un sujet sur tout ce qui est création de contenu, donc ça, je sais que ça va t'intéresser, avec Tatiana des petits pitchs et j'espère Thibaut aussi de Studio H, que je trouve intéressant. On va essayer de faire aussi une émission sur la contenu. Donc, voilà, donc on a pas mal de choses prévues pour la suite, donc on vous remercie d'avoir pris tout ce temps avec nous. Je vous remercie vraiment tous les deux d'être venus. Merci. Puis on va terminer ça avec une petite soirée jeu entre nous, manger un morceau et puis jouer à Loot et à d'autres jeux et à la famille, bien sûr. Ariane voulait absolument tester. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci. Marketplace.